Bienvenue au lycée Aizaki, où le programme c'est la douleur et l'examen final, la survie. Boum! L'embuscade est lancée et toute la classe sait exactement ce qui va suivre. Slam! Ce n'est pas un combat amical, c'est le prédateur en chef de l'école qui joue avec sa nourriture. C'est le visage d'un gars qui a atteint ses limites, mais le cauchemar est loin d'être terminé. Oh, vous pensiez que c'était de la cruauté gratuite? Non, ils ont des règles pour ce jeu pervers. Et bien sûr, il y a toujours un laquais heureux de participer, scellant son sort sur un compte de 3. Voici notre protagoniste, Mizushima Naoki, et son titre officiel est « Le souffre-douleur de l'école ». Mais la partie physique n'est que le premier acte. La véritable humiliation est sur le point d'être révélée, et le vainqueur prend son butin. La ceinture de Naoki, exhibée à la vue de tous, parce que quel est l'intérêt d'être un monstre si on ne peut pas avoir de like pour ça, pas vrai? Et toute la classe reste là, spectateur silencieux dans un colisée de la cruauté. Mais la seule chose à laquelle pense le tyran, c'est qu'il aurait pu choisir un coup final plus spectaculaire pour son best-of. Naoki n'arrive même pas à réaliser ce qui vient de se passer. Mais le prédateur s'est déjà lassé de lui. Juste au moment où l'on pense que c'est fini, le roi de la jungle choisit un nouveau jouet dans la foule. Voici Kakinuma, dont la seule stratégie de survie jusqu'à présent a été de devenir invisible. Une stratégie qui vient d'échouer de façon spectaculaire. On peut presque entendre les rouages grincer dans la tête du tyran. Est-ce que la proie vient de me répondre? Il essaye d'abandonner avant même que le match ne commence, mais sur ce ring, l'arbitre est aussi votre adversaire. Naoki n'est plus la cible, mais il est sur le point d'avoir une place au premier rang pour la prochaine séance de torture. Et dans un nouveau jeu pervers, le tyran décide de faire s'écraser l'ancien jouet sur le nouveau. Parce que dans ce cauchemar, même quand on n'est pas le personnage principal, on finit quand même par prendre le coup. Et juste au moment où l'on pense qu'il ne peut pas tomber plus bas, il le fait littéralement, en plein sur le chemin d'un autre élève. Ce n'est pas juste un sursaut. C'est la mémoire musculaire d'un gamin qui s'attend à recevoir un coup de toutes les directions. Mais ce n'est pas un autre sbire sans cervelle. Le regard de ce type pourrait glacer l'enfer. Voici Kiryu, le prince de la classe, l'élève modèle, le type qui est tout ce que notre protagoniste n'est pas. Dans le monde de Naoki, il n'y a que 2 rôles, prédateur et proie. Mais Kiryu, il est dans une catégorie à part. Le roi s'ennuie de nouveau, et avec une victime à terre, il est temps de ramener le souffre-douleur originel sur le ring. Mais le prince de la classe ne fait pas que regarder. Il calcule, observant toute la chaîne alimentaire depuis son trône d'indifférence. Après tout ça, la récompense pour leur douleur est une simple pièce de monnaie et une course à faire pour nourrir leur tortionnaire. 2 garçons complètement brisés, avec seulement quelques centimes pour témoigner de leur après-midi d'agonie, et c'est alors que l'humiliation finale lui apparaît. La tâche n'est pas seulement dégradante, elle est impossible. Une pièce, 100 yens, et une commande pour 15 fois ce montant. Ouais, ce n'est pas une course, c'est un coup monté. Et d'un seul coup, le tyran réécrit la réalité, prétendant qu'il leur a donné 1500 yens depuis le début. Ce n'est pas juste un tyran, c'est un maître du gaslighting, transformant leur désespoir en une accusation de trahison. Naoki craque instantanément parce que discuter avec un monstre ne vous vaut qu'une plus grosse raclée. Alors il ment, forçant un rire et prétendant que la pièce s'est magiquement multipliée, n'importe quoi pour survivre aux 5 prochaines secondes. Le roi joue le bienfaiteur généreux, leur disant de garder la monnaie sur de l'argent qu'ils n'ont même jamais eu, et le coup de grâce final, il les appelle amis, et Naoki ne peut rien faire d'autre que l'encaisser. Cette unique pièce dans sa main n'est plus de l'argent, c'est le prix de sa dignité, et le coup était absolu. Mais attendez, la caméra s'éloigne de notre protagoniste pour se tourner vers les 2 autres joueurs de ce jeu, la deuxième victime et le prince silencieux. Et le prince parle enfin, non pas avec pitié, mais avec une question qui pourrait déclencher une rébellion. « Tu n'es pas frustré ?» Et la réponse de la deuxième victime à cet appel aux armes? Il prend une pause d'anime dramatique. Voici Kakinuma, un gars qui se prend pour le personnage principal d'une histoire différente, beaucoup plus cool. Il s'avère que ce n'est pas un cas isolé. Notre ami Naoki sait que c'est juste la personnalité du mardi de Kakinuma. Mais juste au moment où il s'apprête à partir, le son d'une notification brise la tension, et le monde entier de Naoki bascule, et d'un seul coup, le souffre-douleur abattu a disparu, remplacé par un gamin rougissant avec des étoiles dans les yeux. Son ami le démasque immédiatement, mais le déni frénétique de Naoki ne peut cacher la vérité. Quelqu'un, quelque part, rend cet enfer supportable. Et voici son arme secrète. Une conversation par texto avec son ami d'enfance, la seule personne qui ne sait pas qu'il vit un cauchemar. Ils ne se sont pas vus depuis 7 ans.
faisant de leur lien une fragile bulle de textos et de souvenirs. Il a soigneusement entretenu sa vie en ligne, cachant les bleus et la douleur, parce que Miho est sur le point de faire quelque chose de grand. Mais sa petite bulle de bonheur est sur le point d'éclater, car il vient de lever les yeux et de voir quelque chose qui change tout. Une surprise arrivera bientôt. Oh, tu n'as pas idée, Miho. Tu n'as aucune idée. Et d'un seul coup, le professeur annonce une nouvelle élève transférée, et le mensonge si soigneusement construit de Naoki est sur le point de s'effondrer. La porte de la classe s'ouvre, et la personne qui entre est la seule qui ne doit jamais le voir comme ça. C'est le visage d'un garçon dont le coup de foudre secret et le pire cauchemar viennent de fusionner en un. Même les prédateurs en chef de l'école sont frappés de mutisme, car cette nouvelle fille est d'un tout autre niveau. Et puis elle dit son nom, Atsuse Miho, confirmant que le seul refuge de Naoki vient d'entrer dans la fosse aux lions. Elle offre à la classe un sourire chaleureux, complètement inconsciente du fait qu'elle vient d'entrer dans une zone de guerre. Le cerveau de Naoki court-circuite complètement. Son amie d'enfance, sa correspondante, est juste là. Toute la classe est instantanément captivée. Mais un gars pense l'avoir déjà vu, et on sait que ça ne va pas être bon signe. Mais pendant que tout le monde perd la tête, le prince de la classe ne fait qu'observer, et on sait qu'il a déjà 5 coups d'avance sur tout le monde. Et Kakinuma est le premier à faire le lien. Ce n'est pas juste une nouvelle élève, c'est une mannequin et une apprentie idole en bonne et due forme. Les chuchotements se répandent comme une traînée de poudre. Oui, ils l'ont tous déjà vue, et soudain la classe a sa propre célébrité. Donc non seulement elle est magnifique, mais elle est célèbre. Et la correspondante secrète de Naoki est officiellement du domaine public, mais Miho, en reine humble qu'elle est, se contente de rire et d'admettre qu'elle n'a même pas été retenue, charmant instantanément toute la salle. Naoki, pendant ce temps, essaie toujours de comprendre comment son seul espace de sécurité vient d'obtenir un laissez-passer pour son cauchemar personnel. Et puis ça fait tilt. Cette surprise dont elle lui a parlé par texto n'était pas un cadeau, c'était une bombe à retardement. Elle balaie la salle de classe du regard, cherchant le garçon de ses textos, complètement aveugle au nid de vipère dans lequel elle vient d'entrer, et puis elle le repère, l'appelant joyeusement par son nom et plaçant une cible géante sur son dos à la vue de toute la classe. Le seul mouvement de Naoki est de s'écraser le visage contre son bureau, car le prédateur en chef de l'école se tient juste derrière lui, observant tout. Son joyeux « Hein ?» reste en suspens dans l'air. Une image parfaite de l'innocence avant le chaos qu'elle est sur le point de déchaîner. Naoki n'a pas peur pour lui-même. Il est terrifié que le fait d'être son ami mette une cible sur son dos à elle. Mais le professeur, complètement à l'ouest, sauve Naoki d'une exposition totale avec une seule phrase. Mio sourit toujours, complètement inconsciente qu'elle a failli faire exploser une mine sociale. Il ne peut que prier pour qu'elle reçoive le message. Fais comme si tu ne me connaissais pas, ou ils nous détruiront tous les deux. Mais dans ce royaume, ignorer la royauté vous vaut un rappel immédiat et douloureux de votre place. Et le roi fait une réservation pour après l'école, promettant une autre séance de torture rien que pour lui. Alors Naoki fait la seule chose qu'il peut faire. Il pleure sur commande, transformant sa terreur en une performance pour apaiser le monstre. Après l'école, il ne va pas à la raclée. Il rampe désespérément vers la liberté. Il trouve une sortie secrète, pensant avoir enfin déjoué les prédateurs pour une fois, mais juste au moment où il reprend son souffle, il réalise qu'il n'est pas seul, et sa voie de fuite est occupée par la seule personne qui voit tout. Sa grande évasion se heurte de plein fouet à la seule personne qu'il essayait de protéger, et elle n'a aucune idée que sa question innocente creuse sa tombe un peu plus profondément. Elle lui offre la seule chose qu'il désire et craint le plus, rentrer à la maison ensemble. Avec un simple sourire, elle l'attire dans son monde, complètement inconsciente qu'il est sur le point d'entrer en collision avec le sien. Pendant une fraction de seconde, il se laisse croire que cela pourrait être sa nouvelle réalité. Et d'un seul coup, ils rentrent à la maison. Une image parfaite d'une vie qu'il ne pourra jamais vraiment avoir. La conversation anodine est une forme de torture particulière, car chaque seconde normale avec elle est un mensonge qu'il doit maintenir. Elle est si sincèrement heureuse, c'est presque suffisant pour lui faire oublier les monstres qui l'attendent. Mais le moment est si parfait, si impossible, qu'il doit littéralement vérifier s'il ne rêve pas tout ça, et puis il détale, choisissant la douleur familière de la fuite plutôt que le rêve impossible de rester à ses côtés. Ses instincts de survie crient « Fuis !» mais son cœur crie juste « Elle est trop mignonne !» De retour dans la sécurité de sa chambre, il fait face à son plus grand ennemi, le fait qu'il est un lâche qui a fui une fille, et c'est là qu'il fait un vœu. Elle ne doit jamais, au grand jamais, savoir qu'il est le souffre-douleur officiel de l'école. Poussé par le désespoir, il se tourne vers le seul dieu qui lui reste, le moteur de recherche sur son téléphone.
et il tape les 3 mots qui vont réécrire tout son destin, comment devenir fort. Mais au lieu de conseils de musculation, son téléphone bug et quelque chose d'impossible clignote à l'écran. Oublié Google, il vient de recevoir un pop-up de l'univers lui-même, lui offrant un test bêta pour devenir un dur à cuire. L'offre est insensée, transformer les combats de la vie réelle en points d'expérience et devenir plus fort que n'importe qui. Le tutoriel est d'une simplicité brutale. Plus vous infligez de dégâts, plus vous obtenez de points. Et avec ces points, il peut acheter des compétences, des objets, ou même une amélioration corporelle complète, la séance de shopping vengeresse ultime. La logique du système est simple. Pour devenir un monstre, il faut chasser de plus gros monstres. Mais Naoki n'est pas tout à fait prêt à ce que son téléphone lui suggère nonchalamment une carrière de tabasseur professionnel, et juste au moment où il est en pleine crise existentielle, sa petite sœur apparaît pour lui dire de faire moins de bruit. Ce gamin est tellement habitué à se faire surprendre qu'il sursaute juste parce que sa sœur lui dit « salut ». Dans sa panique, il appuie accidentellement sur « accepter » et d'un seul coup, il a vendu son âme à une application de fitness d'une autre dimension. Et bien sûr, son premier réflexe est de blâmer sa sœur pour le bug cosmique qui vient de détourner sa vie. Sa réponse est de la pure sauvagerie fraternelle non filtrée, et honnêtement, on adore voir ça. Voici Momiji, sa petite sœur, qui est là pour lui lancer un tacle assassin sur ses perspectives de carrière, mais la blague est terminée quand il essaie de supprimer l'application et réalise que ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Et juste au moment où il réalise qu'il est piégé, sa sœur lui arrache son téléphone, sur le point de découvrir le secret qui pourrait tout changer. Il se démène pour récupérer son téléphone, car sa seule chance d'une nouvelle vie est maintenant entre les mains de sa plus grande critique. Mais sa sœur n'est pas seulement en train de fouiner, elle savoure absolument ce moment de moquerie fraternelle de premier choix. Elle lit l'offre de l'univers lui-même, et son verdict est sans appel. Nul. Et puis elle trouve la vraie mine d'or, son historique de recherche, et le clash pour la seule chose qu'il désire le plus désespérément. Il se jette frénétiquement sur le téléphone, mais il est sur le point d'apprendre que l'adversaire le plus coriace qu'il ait jamais affronté vit au bout du couloir. Soudain, les taquineries cessent, et ses yeux brillent d'un regard qui dit « Tu viens de faire une grosse erreur ». Elle bloque son assaut avec le genre de facilité désinvolte qui crie « Je suis à un tout autre niveau ». Et en une fraction de seconde, il passe du statut de grand frère à celui de complètement et totalement surclassé. Le souffre-douleur de l'école reçoit une masterclass de douleur, et le professeur est sa propre sœur. Et la révélation finale frappe plus fort que sa prise. Elle est championne nationale de karaté, et sa liberté lui coûtera une boîte de glace. Il se fait démolir par sa petite sœur, et sa plus grande préoccupation n'est pas la douleur, c'est le prix de sa liberté. Mais sa sœur n'est pas seulement un prodige des arts martiaux, c'est une négociatrice hors pair, et elle apprécie bien trop ce moment. Et d'un seul coup, il abandonne, prouvant que l'adversaire le plus terrifiant est celui qui sait exactement ce que vous feriez pour de la glace. Il tente un dernier geste désespéré, mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est déclencher accidentellement le jeu auquel il vient de s'inscrire. Et soudain, une notification système que lui seul peut voir apparaît, transformant cette chamaillerie fraternelle en sa première quête officielle. Il vient de gagner 120 points d'expérience pour une contre-attaque ratée, et le système est officiellement en ligne. Son cerveau s'efforce de faire le lien. Il a eu des points pour lui avoir attrapé la jambe. Les règles de ce jeu sont dingues. Juste au moment où il digère l'information, le système lui fait miroiter sa première récompense. Une boutique d'objets rien que pour lui. Le premier article en rayon n'est pas une arme. C'est une carte de sortie de prison, une compétence d'évasion qui pourrait tout changer. Avec un regard de pur désespoir, il fait son premier achat, échangeant officiellement son argent de poche contre une chance de survie. Il écrase ce bouton, oui. Et d'un seul coup, il a téléchargé son premier code de triche pour la réalité. Sa sœur pense qu'il a perdu la tête, mais il rit juste au fait qu'il est sur le point de réécrire les règles de leur petit jeu. Et avec son nouveau power-up installé, il prononce enfin les mots dont il rêvait. Le deal de la glace est annulé. Il ne se contente pas d'annuler le deal. Il passe en mode sauvage, et on peut voir le moment exact où le cerveau de sa sœur fait un écran bleu. Pour la première fois de sa vie, ce n'est pas lui qui se fait clasher, et oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Et puis la réalité le frappe comme un camion. Il vient de titiller l'ours, et l'ours est une championne nationale de karaté. Il a oublié la règle numéro 1 de cette maison. On ne cherche pas d'ennui à Momiji. Elle n'est même pas en colère. Elle est ravie, car il vient de lui donner une excuse pour s'entraîner à ses nouveaux mouvements. Il essaie de demander un temps mort, mais ce n'est plus un jeu, c'est une démonstration à balles réelles.
Et c'est la dernière chose qu'il voit avant que sa toute nouvelle compétence d'évasion ne subisse son premier test en conditions réelles. Il se prépare à un monde de douleur, le même qu'il a ressenti 1000 fois auparavant. Mais le coup n'arrive jamais. Et pour la première fois, c'est le prédateur qui reste complètement déconcerté. Il est tout aussi stupéfait qu'elle, car son corps vient de faire quelque chose que son cerveau ne peut même pas comprendre. La compétence d'évasion n'était pas une blague. Son corps a bougé de lui-même, et le poing de sa sœur a rencontré le mur au lieu de son visage. Et à ce moment-là, il comprend. Le jeu est réel et les règles ont officiellement changé. Le système le confirme avec une mise à jour de quête, et Naoki réalise que ce n'est pas juste une application. C'est sa nouvelle réalité. Mais sa sœur n'est plus seulement confuse. Elle est intriguée car son jouet préféré vient d'apprendre un nouveau tour. Il réalise que son petit galop d'essai vient de se transformer en un combat de boss à part entière. Et elle revient à la charge, deuxième round. Et son corps bouge comme une marionnette, esquivant une autre attaque qu'il n'aurait jamais vue venir. Elle ne se retient plus, et il est sur le point de découvrir si son nouveau power-up a un temps de recharge. Il esquive une troisième fois et le système le confirme. Quête terminée. Premier power-up officiellement débloqué. Et la prise de conscience le frappe comme un éclair. Ce n'est pas un rêve, il peut vraiment le faire. La peur a disparu, remplacée par la joie pure et non filtrée d'un gars qui vient de trouver un code de triche pour la vie. Dans son excitation, il tente un câlin de remerciement, oubliant complètement que la règle numéro 1 de sa sœur est « pas de contact ». Et il apprend une précieuse leçon. Sa nouvelle compétence d'évasion ne fonctionne apparemment pas sur les claques de sœur dégoûtée. Elle le laisse sur le sol, prouvant que même avec un power-up surnaturel, sa sœur reste le boss final de cette maison. Mais la brûlure sur sa joue n'est rien comparée à l'excitation de savoir que ce n'est pas une farce. C'est un changement de donne. Si c'est ce que 100 points peuvent faire, alors devenir fort n'est plus seulement un fantasme, c'est un plan. Il hurle une promesse de vengeance à la lune, seulement pour que sa sœur lui crie de faire moins de bruit. Le lendemain, ce n'est pas le même gamin qui marche vers l'école, c'est un joueur qui entre dans l'arène et il est prêt pour un nouveau jeu. Il ne marche pas seulement vers l'école, il entre dans sa propre histoire de vengeance armé d'un code de triche pour la réalité. Son acolyte est complètement déconcerté, car le souffre-douleur qu'il connaît dégage soudainement une aura de personnage principal, et Naoki lâche la bombe. Sa carrière de victime est officiellement terminée à partir d'aujourd'hui. Kakinuma n'en croit pas ses oreilles, mais Naoki n'explique pas le plan. Il est sur le point de faire une démonstration en direct. Avec un sourire qui promet le chaos, il dit à son ami de s'asseoir et de profiter du spectacle. Mais le spectacle a déjà commencé, car leurs tortionnaires les attendent juste au coin de la rue. Et bien sûr, le laquais est déjà en direct, annonçant le plat du jour. Une raclée d'œufs pour le prix d'un. Kakinuma est sur le point de faire une crise de panique, mais Naoki... Ce n'est pas de la peur dans ses yeux, c'est de la concentration. Le commentateur présente cela comme un match à handicap, prétendant que le prédateur en chef de l'école est en quelque sorte désavantagé et le roi de la jungle s'avance, proposant un entraînement amical avec un sourire à faire tourner le lait. Le tyran lance un dernier avertissement, mais il n'a aucune idée que Naoki a passé toute la nuit à farmer des niveaux pour ce moment précis. Et sa méthode d'entraînement ? Ça commence par lui se faufilant dans la chambre de sa sœur comme un ninja sans aucun honneur. Armé d'une règle et d'un plan à la fois brillant et profondément bizarre. Il trouve sa cible, sa sœur endormie, complètement inconsciente qu'elle est sur le point de devenir une ferme à XP humaine. Elle rêve de championnat de karaté. Il rêve des doux points qu'il est sur le point de gagner. Et avec un regard de pure joie démente, il se prépare à exécuter son plan directeur. Il lance une attaque surprise, car le système récompense l'audace, pas la dignité. C'est exact, il a risqué une raclée de la part d'une championne nationale juste pour marquer 120 points, et il le referait. De retour au présent, sa stratégie est simple. Laisser la compétence d'esquive de 3 coups faire tout le travail. Et ensuite, il portera le coup final, oubliant que dans un vrai combat, le boss riposte. Naoki s'avance, disant au roi de laisser son ami tranquille, car le plat du jour vient d'avoir un nouveau menu. Il ne se contente pas de répondre. Il défie le boss final en duel, et ce sourire narquois dit qu'il sait quelque chose qu'ils ignorent. Toute la bande est complètement abasourdie, car le script vient d'être retourné et les figurants improvisent. Mais le roi n'a pas peur. Il est intrigué car son jouet préféré vient de se découvrir une colonne vertébrale, et Kakinuma vit un grand moment d'anime, voyant son héros naître juste sous ses yeux. Le laquais adore ce rebondissement, car la rébellion de Naoki est sur le point de devenir virale. La caméra tourne, la scène est prête, et notre gars est sur le point de faire ses débuts en tant que personnage principal,
Mais l'amusement du roi s'estompe rapidement, car il n'aime pas quand sa nourriture se défend. Il attrape Naoki, prêt à lui livrer un rappel douloureux de qui est vraiment aux commandes de cette histoire. Et le premier coup est porté, donnant le coup d'envoi du test bêta du tout nouveau code de triche de Naoki. Son corps s'illumine alors que le système s'active, et soudain, il n'a plus peur. Ce n'est plus le visage d'une proie, c'est celui d'un joueur qui connaît les codes de triche. Le point du roi ne rencontre que le vide, et une notification système que seul Naoki peut voir confirme que l'impossible vient de se produire. Il ne se contente pas de survivre, il apprécie le moment, décomptant les coups jusqu'à ce que ce soit son tour. Le tyran est officiellement déstabilisé, lançant un coup de pied sauvage par pure frustration. Mais l'IA du jeu est parfaite, et Naoki se faufile comme s'il avait fait ça toute sa vie. C'est le regard d'un prédateur qui vient de réaliser que sa proie joue selon des règles différentes, et Naoki ne fait pas qu'esquiver. Il l'appâte, poussant le roi exactement où il le veut. La troisième et dernière attaque ne touche que le béton, et la quête est officiellement terminée. L'épreuve des 3 coups est terminée, et maintenant, la victime free-to-play est sur le point de faire son premier mouvement. La période d'essai est terminée, et avec une lueur dans les yeux, Naoki lance le coup de poing qui mettra fin à tout cela. Et c'est un coup direct, un contre parfait qui envoie le roi de la jungle voler. Tout le public est stupéfait. Et le laquais vient de filmer cette victoire impossible pour que le monde entier la voie. Ce n'est pas juste une chute, c'est un aller simple pour le pavé. Gracieuseté de notre héros fraîchement monté en niveau. Mais à la fenêtre d'une salle de classe, la seule personne qui compte prête enfin attention, le prince de la classe a observé tout du long, et le jeu vient de devenir beaucoup plus intéressant. Mais juste au moment où l'on pense que c'est fini, le roi révèle la vérité dévastatrice. Ce coup de poing victorieux avait toute la force d'une légère tape. Et d'un seul coup, le grand moment de Naoki en tant que personnage principal fait un écran bleu et se transforme en panique pure et sans filtre. Le tyran n'est pas seulement indemne, il se moque de lui, réalisant que son souffre-douleur n'a jamais même porté un vrai coup de poing de sa vie. Le cerveau de Naoki ne peut pas calculer. Sa stratégie du coup unique vient de faire long feu et il est à court d'idées et de codes de triche. Le tyran offre une leçon de douleur gratuite et Naoki est sur le point d'en être l'élève vedette. Il ne se contente pas de parler. Il fait une démonstration en direct sur la façon de briser l'esprit d'un homme. C'est le visage d'un gars qui n'est pas seulement en train de donner une leçon, il en savoure chaque seconde. Naoki est à court de codes de triche, à court de temps, et son seul mouvement est de supplier pour une pitié qui ne viendra pas. Le roi arme son poing, prêt à lui montrer exactement ce que l'on ressent avec un vrai coup de poing. Et d'un seul coup, la brève rébellion de Naoki se termine par une réinitialisation brutale en pleine face. La leçon est terminée, et la seule chose que Naoki a apprise, c'est qu'il est toujours au bas de la chaîne alimentaire. Et la galerie est là pour immortaliser la chute, car l'humiliation est toujours meilleure avec un public. Mais attendez, un nouveau challenger apparaît. Kakinuma charge, prêt à défendre son ami avec le pouvoir de l'anime et de 2 bâtons. Il déchaîne sa technique ultime, et la réaction du boss final est un bof retentissant. Et la charge héroïque de Kakinuma dure en tout et pour tout 2 secondes avant qu'il n'apprenne une leçon brutale sur pourquoi on n'apporte pas de bâton à un combat à main nue. Le roi ne se contente pas de gagner, il met son nouveau jouet dans une prise d'étranglement juste pour s'assurer que l'humiliation est complète. Et la foule est en délire, car dans cette école, la cruauté n'est pas seulement un sport, c'est tout le programme. Mais en haut, le prince de la classe observe le chaos se dérouler avec un sourire narquois, qui dit que tout cela fait partie d'un jeu beaucoup plus grand. Et avec cela, la rébellion de Naoki est officiellement terminée, diffusée en direct pour le divertissement de toute l'école. Les vainqueurs partent, et il ne reste que 2 héros brisés sur le pavé, un monument à une révolution ratée. Même après tout ça, la première chose qu'il fait est de prendre des nouvelles de son ami, la seule autre personne dans son camp, et la dure réalité s'installe. Son application miracle lui a donné une chance de se battre, mais elle n'a pas fait de lui un combattant. Kakinuma est prêt à écrire une ballade sur son nouveau héros, mais Naoki est trop occupé à gérer le fait qu'il vient d'échouer à sa première quête. Il est juste reconnaissant que son coup de foudre n'est pas assisté à son échec épique, mais son ami est sur le point de faire le lien et de griller sa couverture. Naoki essaie toujours de digérer sa raclée, mais son ami se concentre sur un mystère complètement différent. Et Kakinuma expose les faits. Il a vu le regard sur le visage de la nouvelle, et elle connaît Naoki, c'est certain. Le sang de Naoki se glace dans ses veines alors qu'il réalise que son seul secret est sur le point de devenir l'ennemi public numéro 1. Parce que si les prédateurs de l'école découvrent qu'il est ami avec leur nouvelle obsession, son espérance de vie tombe à 0. Alors il ment effrontément,
désespéré de mettre fin à la seule conversation qui pourrait les faire détruire tous les deux. Il joue l'idiot, essayant de prétendre qu'il n'a aucune idée de qui elle est, mais il est sur le point de découvrir à quel point son secret est vraiment grand. Kakinuma est absolument scandalisé, car dans leur monde, ne pas connaître Mio, c'est comme ne pas savoir que le soleil existe. Il donne à Naoki le topo complet sur la célébrité. C'est une mannequin, une idole, une véritable étoile montante. Ce n'est pas juste une rumeur de cours de récré. Elle a l'influence sur les réseaux sociaux pour le prouver. Et le clou final dans le cercueil. Sa correspondante secrète est une influenceuse avec plus de 300 000 abonnés, et il lui ment depuis tout ce temps. Et Kakinuma sort les preuves. Elle n'est pas seulement célèbre, elle est en couverture du plus grand magazine de ce mois-ci. Son ami le clash pour avoir vécu dans une grotte, mais Naoki est juste agacé que son coach de vie soit un otaku d'anime. Alors plus tard dans la journée, poussé par un mélange de curiosité et d'effroi, Naoki se dirige vers la ville. Il entre dans une librairie en mission pour voir par lui-même à quel point son secret est vraiment grand. Et voilà, la preuve que la fille avec qui il échange des textos est une véritable célébrité. Et il n'en avait absolument aucune idée. Mais juste au moment où il digère l'information, la seule personne avec qui il ne doit pas être vu surgit juste derrière lui. Il panique complètement, essayant de cacher les preuves. Mais c'est trop tard, elle a déjà vu ce qu'il tient. Oui, pris la main dans le sac en train de regarder un magazine avec son visage placardé dessus, alors il fait ce qu'il fait de mieux. Il ment, prétendant qu'il était sur le point de le rendre, et c'est la pire excuse de tous les temps. Mais son sourire s'efface, et ce regard sur son visage dit qu'elle sait qu'il ment, et elle n'y croit pas une seconde. Il essaie de jouer la carte du détachement, mais son fanboy intérieur se trahit, et il lui dit accidentellement qu'elle est jolie en pleine face. Mais elle est déjà entraînée par ses nouvelles amies, le laissant dans la poussière avec un rapide « on se parle plus tard » et avec un salut maladroit, le fossé entre leurs deux mondes n'a jamais semblé aussi grand. À la seconde où elle rejoint ses amis, elle lui pose la seule question qui pourrait faire exploser sa vie entière. Et ses nouvelles amies le rejettent immédiatement, l'avertissant qu'être vu avec juste Mizushima est un suicide social. Mais Miho est complètement déconcertée, ayant son premier vrai aperçu de la chaîne alimentaire toxique de l'école. Naoki observe de loin, convaincu qu'elles empoisonnent sa seule amitié avant même qu'elle n'ait une chance. Et à ce moment-là, il accepte la brutale vérité. Il n'est pas un héros en formation, il est juste un lâche. Il sort son téléphone, fixant le seul outil qui était censé tout changer. Mais même avec un code de triche pour la réalité, il commence à croire que certains joueurs sont simplement destinés à perdre. Pendant ce temps, les prédateurs de l'école profitent d'un jour de congé. Mais on sait que leur esprit n'est jamais loin de leur passe-temps favori, la cruauté. Et leur dernière obsession est, vous l'avez deviné, la nouvelle fille. Mais ils poussent leur admiration à un tout autre niveau de glauque. Ils ne regardent pas seulement ses photos, ils regardent des faux générés par IA et ils n'essaient même pas de le cacher. Mais le roi n'est pas satisfait des faux, son esprit se tourne déjà vers la vraie, et ce regard est celui d'un pur prédateur. Même ses propres sbires commencent à être mal à l'aise. Car ils savent que ce regard signifie que quelqu'un va passer une très très mauvaise journée, et il l'explique clairement. Pourquoi se contenter d'une copie numérique quand il peut mettre la main sur l'original? Sa bande est officiellement terrifiée, réalisant que leur chef vient de franchir la ligne entre le tyran de cour de récré et quelque chose de bien pire. Mais la peur se transforme en excitation en un clin d'œil, car être l'acolyte d'un monstre est le seul pouvoir qu'ils aient jamais connu. Et leur plan a un ingrédient clé. Utiliser Naoki comme appât pour attirer leur nouvelle cible droit dans un piège. Et en parlant du loup, leur pion vient de débarquer au milieu de leur petit conseil de guerre, complètement inconscient. Les prédateurs ont trouvé leur jouet préféré et ils ne demandent pas d'argent cette fois. Et voilà, le pire ordre possible, utiliser ton amitié pour la conduire dans un piège. Naoki ose demander pourquoi, oubliant que dans ce royaume, on ne questionne pas le roi. Le tyran lui offre un rappel pas si doux des règles. Son travail est d'obéir, pas de penser. C'est le visage d'un monstre qui apprécie chaque seconde à briser la volonté de quelqu'un. Le silence est assourdissant, et Naoki doit choisir entre sa propre sécurité et la sienne. La patience du roi s'épuise, et il ne demandera pas une deuxième fois, et pour la première fois de sa vie, le souffre-douleur trouve le seul mot qu'il n'aurait jamais pensé dire « non ». Le prix pour ce seul mot est une leçon instantanée et brutale sur ce qui arrive quand on défie un monstre. Et après tout ça, le tyran a le culot de l'appeler un ami, juste pour remuer le couteau dans la plaie. Le tyran est sincèrement confus, car dans son monde, la proie ne répond pas, mais alors son sac se renverse, révélant le seul secret qui explique tout. Et le roi fait le lien.
réalisant que Naoki n'est pas courageux. Il est juste un autre rival sur son chemin. Il ramasse le magazine, tenant la preuve de l'obsession secrète de Naoki dans sa main. Naoki ne peut qu'observer avec horreur son pire cauchemar devenir une arme utilisée contre lui. Le roi se moque de lui, déclarant qu'un perdant comme Naoki n'a même pas le droit d'être son fan. Et puis il fait un commentaire dégoûtant, réduisant le seul rayon d'espoir de Naoki à un prix bon marché. Il ne se contente pas de l'insulter. Il essaie d'empoisonner l'image que Naoki a d'elle, un mot immonde à la fois, et puis il pose la seule question qui les met en rivalité, transformant le coup de foudre secret de Naoki en une compétition publique. Mais le roi n'est pas intéressé par un combat loyal. Il promet d'effacer complètement Naoki de sa vie et d'en savourer chaque seconde. Et à ce moment-là, quelque chose se brise en Naoki, car la peur dans ses yeux est enfin remplacée par le feu. Le tyran le laisse avec un choix impossible, trahir sa seule amie ou faire face à un sort pire que tout ce qu'il a enduré jusqu'à présent. Mais ce n'est pas une défaite, c'est une promesse, un vœu silencieux que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, les règles seront différentes. Le soleil se lève sur un nouveau jour, et avec lui, une tempête qui est sur le point de déchirer toute cette école. Le lendemain matin, toute la classe est en effervescence, car quelque chose ne va vraiment pas dans le couloir. Et puis il apparaît, non pas comme une victime, mais comme un fantôme marchant à travers sa propre hantise. Les bleus sont une carte de son ancienne vie, mais ce regard dans ses yeux, c'est le visage d'un homme qui n'a absolument plus rien à perdre. Il passe juste devant Mio, l'ignorant complètement, car le garçon qu'elle connaissait est officiellement mort et enterré. Les laquais essaient de le ramener dans leur jeu, mais il n'est plus un joueur. C'est lui qui réécrit le code. Et avec une gorgée désinvolte, il s'éloigne, laissant toute la classe se demander si leur souffre-douleur vient de devenir le nouveau boss final. Il ne cherche pas la bagarre, il chasse, et sa première cible fait une pause aux toilettes. Le roi fredonne, complètement inconscient que la proie qu'il a brisée hier est sur le point de recouvrer une dette, mais c'est le bruit d'une histoire de fantôme qui prend vie, et Tsukamoto vient de réaliser que c'est lui qui est hanté. Et les premiers mots de notre héros ne sont pas un appel à la pitié. Ce sont un ordre direct à son tortionnaire. Il ne tâte pas le terrain cette fois. Il met tout ce qu'il a dans le coup de poing qui réécrira toute son histoire. Le roi sourit simplement, prêt à se moquer de son coup de poing faiblard à nouveau, complètement inconscient que Naoki a passé toute la nuit à farmer pour ce moment précis. Et c'est le bruit d'un coup de poing faiblard brisant non seulement sa garde, mais toute sa compréhension de la réalité. Le tyran n'arrive même pas à le croire, car le souffre-douleur vient de le frapper avec la force d'un train de marchandises. Et Naoki ne s'arrête pas là. Il enchaîne avec un coup de pied qui envoie le roi de la jungle s'écraser au sol. La révolution n'a pas été télévisée, mais elle a été brutalement efficace. Et l'ancien roi est officiellement détrôné. Alors comment a-t-il monté de niveau si vite ? L'histoire remonte 24 heures en arrière pour révéler son partenaire d'entraînement secret. Et son partenaire d'entraînement est le seul gars qui n'a jamais porté un coup de poing de sa vie. Naoki a ce regard de personnage principal, et Kakinuma est sur le point de recevoir une quête qu'il n'a pas demandée, et puis il lâche la demande la plus insensée. Il a besoin que son seul ami soit son sparring partner personnel. Le cerveau de Kakinuma vient de faire un écran bleu, car son nouveau héros lui demande une raclée. Il pense qu'il est sur le point de se faire annuler par son propre meilleur ami, mais le plan de Naoki est bien plus bizarre que ça. Alors il l'explique dans le seul langage que son ami comprendra. Les textes sacrés de l'anime shonen. Il ne demande pas seulement un combat, il auditionne pour le rôle de sa vie et il le réussit à la perfection. Et son ami otaku ne comprend pas seulement, il reconnaît le numéro exact de l'épisode de la référence. Et d'un seul coup, le pouvoir de l'amitié et des tropes d'anime forge une alliance, et l'arc d'entraînement commence officiellement. Kakinuma accepte officiellement son rôle de sensei acolyte, et il prend cet arc d'entraînement très au sérieux. Et avec un cri de guerre qui rendrait fier n'importe quel protagoniste d'anime, l'entraînement commence officiellement. Mais Naoki apprend immédiatement une précieuse leçon. Son ami est peut-être un otaku, mais il frappe comme un camion. Et d'un seul coup, notre héros se fait mettre à terre par son propre partenaire d'entraînement au premier round. Mais même au sol, il élabore une stratégie, réalisant que la taille de son ami est une arme à part entière. Kakinuma passe en mode sergent-instructeur, se moquant de lui pour tester si sa détermination est aussi faible que sa défense. Et c'est le moment où Naoki réalise que cette séance de sparrings amicales va faire mal, mais il se relève immédiatement, car abandonner maintenant n'est pas une option. Et il revient avec un contrepoint tout droit sorti d'un manga classique, réussissant enfin un vrai coup,
Mais Kakinuma active simplement son propre mouvement spécial, déchaînant une rafale de coups qui prouve que ce montage d'entraînement va être long. Et Naoki a une révélation terrifiante. Son ami Otaku pourrait en fait être une puissance secrète. Il réalise que ce n'est plus seulement un jeu. S'il ne devient pas sérieux, son propre acolyte va le mettre KO pour de bon. Mais Kakinuma n'est pas seulement un bagarreur, il est sur le point de se transformer en protagoniste d'anime. Il déchaîne son style à deux épées longtemps scellé, et honnêtement, il faut respecter l'engagement. Naoki est presque sûr d'avoir déjà vu ce mouvement dans un anime, mais il est trop plongé dans l'arc d'entraînement pour s'en soucier. Et avec un puissant cri de guerre, le sensei acolyte charge, prêt à enseigner à son élève une leçon de douleur. Le soleil se couche sur le montage d'entraînement le plus brutal et le plus inspiré des animes que ce parc ait jamais vu. De retour dans sa chambre, meurtri et amoché, il vérifie les résultats de sa séance de farm insensée, et voilà, 1460 points, gagné un coup douloureux infligé par un ami à la fois. Il réalise que sa sœur donne plus de points par coup, mais l'endurance pure de Kakinuma a fait de lui la ferme à XP humaine parfaite. Le montage d'entraînement a été brutal, mais le farm était loin d'être terminé. Il porte les bleus comme une médaille, car son meilleur ami vient de lui donner la clé de sa vengeance. Et chaque point qu'il a gagné est sur le point d'être échangé contre la seule chose dont il a le plus besoin. La puissance. Le système lui offre la seule amélioration dont il rêvait, un coup de poing qui fait vraiment mal. Il ne l'achète pas une seule fois. Il met le paquet, investissant jusqu'au dernier point dans sa statistique d'attaque. Et d'un seul coup, il télécharge une nouvelle réalité, une où ce n'est pas lui qui se fait frapper. Il fait une promesse à la nuit. Un seul coup de poing suffira pour mettre fin à tout ça. Et il jure que le sacrifice de son ami ne sera pas vain. De retour dans le présent, les laquais entendent l'agitation, complètement inconscients qu'un coup d'état vient d'avoir lieu dans les toilettes. Et le voilà, le nouveau roi, au-dessus du corps de l'ancien, sans une seule égratignure. Il ne se sent pas seulement plus fort, il brille littéralement de la puissance de son farm vengeur de 24 heures, et le système récompense le succès par plus de succès, car plus on est fort, plus on monte de niveau rapidement. Le roi de l'école apprend une précieuse leçon d'humilité, un gémissement douloureux à la fois. C'est le visage d'un homme dont toute la vision du monde vient d'être brisée par un seul coup de poing, et Naoki ne se contente pas de gagner le combat. Il trace une ligne dans le sable, et son nom est Miho. La poigne est réelle, la menace est réelle, et l'ancienne hiérarchie est officiellement annulée, mais le roi ne va pas simplement abandonner sa couronne. Il sourit déjà à travers la douleur. Et il essaie de renverser le script, s'attribuant le mérite du power-up de Naoki comme un sensei tordu. Mais juste au moment où Naoki pense avoir le contrôle, il apprend qu'un animal acculé est le plus dangereux. Et le combat n'est pas terminé, car l'ancien roi lui rappelle que dans un vrai combat de boss, il n'y a pas de règles. Le roi essaie de retourner la situation, agissant comme s'il était fier de l'élève qui vient de le détrôner, mais le sourire disparaît, et il promet d'enseigner à Naoki une leçon sur ce que signifie le vrai combat. Et la confiance de Naoki s'effondre, réalisant que sa stratégie du coup unique est inutile contre un monstre qui sait se battre salement. Mais juste au moment où il est sur le point d'abandonner, la seule personne pour qui il se bat apparaît dans le couloir. L'agitation a attiré une foule, et cette raclée privée est sur le point d'avoir un public en direct. Et bien sûr, le souverain de l'ombre de l'école, Kiryu, est au premier plan, prêt à regarder le spectacle. Il essaie de protéger Miho du chaos, lui disant que c'est quelque chose qu'elle ne devrait pas voir. Mais sa curiosité l'emporte, et elle se fraye un chemin, complètement impréparée à ce qui se trouve à l'intérieur. Et à ce moment précis, son monde entier s'effondre en voyant la vérité, parce que son doux et timide correspondant est tenu à la gorge, et son secret est officiellement, brutalement, révélé. Le roi est pris au dépourvu, mais ce n'est pas lui qui est piégé ici. Et d'un seul coup, la victoire en un coup de Naoki est inversée, et il est de retour dans l'emprise du monstre. La seule personne qu'il essayait de protéger vient d'avoir une place au premier rang de son pire cauchemar absolu. Le tyran ne se contente pas de gagner. Il se donne en spectacle, transformant l'humiliation de Naoki en un spectacle public juste pour elle. Et avec un coup final et dévastateur, la rébellion de Naoki est officiellement écrasée devant tout le monde. Mais le spectacle n'est pas terminé, car le monstre vient de se tourner vers Miho avec un sourire qui promet qu'elle est l'événement principal. Et le prince de la classe sourit simplement, car le chaos qui l'attendait est enfin là. Le tyran lance une invitation glaçante, indiquant clairement que Naoki n'était que l'apéritif. Mais juste au moment où il s'apprête à passer à l'acte, quelque chose d'impossible se produit qui le stoppe net, parce que le gamin qu'il vient de mettre KO est de retour sur ses pieds, et cette fois il ne lâche pas. Il est brisé, il est battu, mais il lui reste une règle.
On ne la touche pas. La réponse du roi est un rappel brutal que Naoki n'est qu'un ralentisseur sur son chemin vers le prix, Mais Naoki ne lâche pas, se transformant en un bouclier humain alimenté par le pur désespoir. et soudain, c'est le prédateur qui crie de douleur, et tout le couloir retient son souffle. Il est à court de mouvement, à court de force, alors il recourt à la seule attaque que personne ne voit jamais venir. Et juste au moment où l'on pense qu'il a perdu, le système teinte, récompensant son désespoir insensé par des poings sonnants et trébuchants. Son cerveau fait le lien. Si tu ne peux pas frapper, mort. Le jeu se fiche de l'honneur, seulement des résultats. Mais le tyran ne joue pas à un jeu. Il donne une leçon douloureuse sur ce qui arrive quand on se bat salement. Le mal est fait, et pour la première fois, le roi saigne, et il est absolument furieux. Et c'est le regard d'un homme qui vient de réaliser que la douleur est une monnaie, et qu'il est soudainement très, très riche. Le roi est furieux, mais Naoki ne se contente pas de prendre des coups, il encaisse des chèques. Et le système le confirme, chaque seconde de douleur est un autre dépôt dans son fond de vengeance. Le tyran essaie de jouer les durs, mais il ne fait que crier sur un gars qui est occupé à compter son argent. Il attrape Naoki, essayant de briser son esprit, mais tout ce qu'il fait, c'est l'aider à farmer. Le roi déchaîne une rafale de coups, complètement inconscient qu'il n'est que la ferme à XP la plus en colère du monde. Naoki lance un autre coup de poing. Pathétique, car chaque tape est un autre point au tableau des scores. Et puis on voit son plan directeur. Il ne perd pas le combat, il joue juste sur le long terme. Mio ne peut qu'observer avec horreur, mais le prince de la classe derrière elle. Il voit tout l'échiquier, et son verdict est sans appel. Ce n'est pas un combat, c'est juste pathétique, et ce sourire narquois dit qu'il sait exactement pourquoi. La foule se moque de lui, le traitant de perdant, complètement inconsciente qu'elle regarde un dieu monter de niveau en temps réel. La galerie pense qu'il a finalement craqué, mais le vrai boss final observe depuis les coulisses, et Kiryu sait qu'aux yeux des non-initiés, cela ressemble à une crise de colère désespérée et pathétique. Mais il voit la vérité. Ce n'est pas le visage d'un homme qui se bat pour lui-même. Toute l'école voit une victime, mais Kiryu voit une stratégie, et ça commence à le rendre nerveux. Parce que Naoki sait que ses attaques sont inutiles, alors pourquoi les laisse-t-il atterrir? Et pour la première fois, le marionnettiste de l'école est réellement inquiet pour la marionnette. Il réalise qu'il doit agir, mais il est sur le point d'arriver trop tard. Mio ne peut qu'observer avec horreur, complètement inconsciente qu'elle assiste à la naissance d'un dieu. Le tyran pense qu'il est sur le point d'en finir, mais Naoki attend juste que les derniers points soient validés. Et alors que le coup final atterrit, le système teinte, et le vrai combat est sur le point de commencer. Le roi déclare forfait, lassé de son jouet, complètement inconscient que le jeu n'a jamais été le sien. La foule voit une victime brisée, mais tout ce que Naoki voit, c'est la ligne d'arrivée de son plan directeur. Et avec un sourire ensanglanté, il se relève et acquiesce, car l'échauffement est officiellement terminé. Il ne se contente pas de tenir tête à son tyran. Il annonce que l'abonnement quotidien à sa souffrance a été annulé, et le système le confirme. Il vient de transformer une raclée brutale en une virée shopping de 500 points. C'est le visage d'un homme qui est volontairement devenu un souffre-douleur humain, juste pour s'offrir l'amélioration ultime. Le tyran pense qu'il a finalement perdu la tête, mais Naoki est sur le point de lui montrer exactement ce que 5000 points peuvent acheter. Et la boutique d'objets livre la marchandise. Un pack d'amélioration musculaire, qui est sur le point de transformer cette victime en une arme de guerre ambulante. Il n'hésite même pas, écrasant ce bouton « Oui » pour échanger sa douleur contre de la puissance pure. Et d'un seul coup, il télécharge un nouveau corps, améliorant chaque muscle en un seul instant glorieux. Le système le confirme. Il vient de transformer chaque point de douleur en puissance pure et non frelatée. Le cerveau du tyran court-circuite, car la victime qu'il vient de briser dégage soudainement une énergie de boss finale. Il ne peut pas le comprendre. Le gamin devrait être au sol, mais au lieu de ça, il a l'air d'un prédateur prêt à chasser. Et d'un pas, Naoki comble la distance, prêt à livrer la facture pour toute cette souffrance. Le premier coup de poing de la nouvelle ère atterrit, et ce n'est pas une tape cette fois. C'est un crash système complet. Le cerveau du roi ne peut même pas suivre. Le souffre-douleur vient de bouger plus vite qu'il ne pouvait le voir. Et Naoki ne se contente pas de le frapper. Il se moque de lui, car les rôles se sont officiellement, brutalement inversés. Pour la première fois de sa vie, son propre poing ressemble à une arme, pas à un handicap. Le prédateur qui semblait autrefois intouchable bouge maintenant au ralenti, et Naoki savoure chaque image, et c'est le son de la fierté d'un roi qui se brise en 1 million de petits morceaux. Il enchaîne avec un coup de pied qui fait trébucher le roi de la jungle, et la raclée ne fait que commencer.
L'esprit du tyran s'emballe, réalisant qu'il est complètement exposé et sur le point de payer le prix de son excès de confiance, mais Naoki ne lui laisse pas un seul instant pour récupérer. Le prédateur est officiellement devenu la proie, et il déchaîne une rafale de coups si rapide que le système peut à peine suivre, transformant sa vengeance en une course au meilleur score. Le roi de l'école est complètement dépassé, son règne se terminant un coup brutal et satisfaisant à la fois. Et puis il se glisse derrière lui avec un « oups » désinvolte, comme s'il venait accidentellement de tomber sur la prise de finition parfaite. Il se penche avec un sourire qui est du pur poison, prêt à remercier son tortionnaire pour un cadeau très spécial. Parce que toutes ces années à être un mannequin de lutte humain n'ont pas été pour rien. Il s'avère que, quand on est le partenaire d'entraînement personnel du boss final, on apprend quelques-uns de ses mouvements. Et le tyran réalise avec une horreur pure que ses propres techniques signatures sont sur le point d'être utilisées contre lui. Les derniers mots du roi sont un déni désespéré, car il ne peut accepter que son propre mouvement soit utilisé pour l'achever. Mais Naoki n'écoute pas. Il offre à son tortionnaire un aller simple pour le sol. Et avec un mouvement tout droit sorti d'un ring de catch, il livre la facture finale et dévastatrice. Le règne du roi ne se termine pas par un coup d'éclat, mais par le visage silencieux et stupéfait d'une défaite totale. Et Naoki baisse les yeux, non pas avec fierté, mais avec la finalité froide et dure d'un homme qui vient de réécrire son propre destin. Le public entier est figé dans l'incrédulité, car le monde tel qu'il le connaissait vient d'être mis sens dessus-dessous. Mio ne peut que regarder, réalisant que le garçon qu'elle essayait de protéger vient de devenir le monstre que tout le monde devrait craindre. Et pour la première fois, le marionnettiste de l'école a l'air sincèrement effrayé, car son jeu vient de gagner un nouveau joueur qu'il ne peut pas contrôler. Le combat se termine avec eux deux au sol, une symétrie parfaite et brutale pour une guerre qui vient de se conclure. Et l'ancien roi n'a plus que la réalisation écrasante et silencieuse que son temps au sommet est officiellement terminé. Toute la classe est figée, témoin du moment où leur monde s'est officiellement brisé. Et d'un seul coup, les chuchotements se transforment en acclamations, car le roi est mort et la foule adore ça. Il est meurtri, il est brisé, mais c'est lui qui reste debout sur les ruines de l'ancien régime. Mais son tour de piste victorieux est interrompu par la seule personne pour qui il a fait tout ça. Elle exige des réponses, mais il vient de réécrire toute l'histoire et n'a aucune idée de comment expliquer la fin. Parce que lui dire la vérité signifie admettre qu'il a un jour été une victime, et c'est un rôle qu'il vient d'annuler. Mais ce regard dans ses yeux dit qu'elle ne demande pas seulement des comptes sur le combat, elle demande des comptes sur le mensonge. Alors il essaie d'en rire, espérant qu'un sourire niais puisse rafistoler une vie de secret. Et quand ça échoue, il sort le coup classique du héros. Gagner la guerre, puis fuir la fille, en passant juste devant le seul gars qui connaît la vérité. Elle se retrouve avec rien d'autre que des questions, et le prince de la classe intervient, prêt à offrir sa propre version de la vérité. Il joue le héros, escortant tout le monde loin de la scène de crime qu'il a aidé à orchestrer. Et l'ancien roi est laissé à méditer sur sa nouvelle vie de paillasson. Mais le marionnettiste sait que ce n'est que le premier acte d'un spectacle beaucoup plus grand et plus chaotique. Il n'est pas en colère que son pion est perdu, il est juste déçu par la performance, mais content d'en avoir tiré du bon contenu. Et le caméraman numéro 1 de l'école sait que ce chef-d'œuvre est sur le point de casser Internet. Un nouveau jour se lève, apportant avec lui un faux sentiment de paix et une bonne dose d'ironie dramatique. Et notre héros marche vers l'école en se sentant comme s'il avait enfin débloqué la bonne fin. Il s'attend à une salle de classe calme, mais il est sur le point d'entrer dans la suite qu'il n'a jamais demandée. Parce que la vidéo virale ne lui a pas apporté la paix, elle a juste invoqué un nouveau boss sur le serveur. Et ce type n'est pas seulement venu se battre, il est venu pour prendre le contrôle de tout le spectacle et il n'est pas impressionné par le casting. Il entre en s'attendant à un défilé de victoires, mais le regard sur son visage dit que la fête a déjà été gâchée. Et le trouble-fête est occupé à transformer l'ancien roi de l'école en un sac de vitesse humain. Et il ne transpire même pas. L'ancien boss est complètement impuissant, ayant une place au premier rang pour sa propre exécution publique. Et pour sauver sa peau, le lâche vend immédiatement Naoki, le désignant comme la clé pour trouver Miho. Soudain, tous les yeux de la pièce sont sur Naoki, et il vient d'être propulsé personnage principal d'une histoire dont il n'a jamais voulu faire partie. Le nouveau boss se présente avec un tatouage du nom de Miho sur la tête et accuse Naoki de lui avoir volé sa femme. Le cerveau de Naoki court-circuite, car il vient d'être accusé d'un crime qu'il n'a pas commis par un psychopathe qu'il n'a jamais rencontré. Il s'avère que la célébrité virale de Naoki n'a pas seulement attiré des vues, elle l'a mis sur le radar d'un tout autre niveau de folie. Le nouveau venu rejette toute leur guerre comme une querelle entre mauviettes avant de donner une leçon sur ce à quoi ressemble le vrai pouvoir.
Mais le combat n'était pas le problème, c'est ce que Naoki a fait après, qui a mis ce monstre prêt à brûler toute l'école. Toute la rage du nouveau boss est alimentée par un seul moment innocent de la vidéo du combat qu'il a tordu en une déclaration de guerre. Il n'est pas seulement en colère, il est personnellement offensé qu'une mauviette comme Naoki soit même près de son idole. Et Naoki fait enfin le lien, réalisant que sa célébrité virale vient de peindre une cible massive sur son dos, et il sait exactement qui blâmer. Mais le caméraman n'est pas désolé. Il est un converti à part entière de l'église de Naoki, promettant d'être le meilleur fanboy de tous les temps. Le boss psychopathe n'est pas intéressé par les fan clubs. Il construit une théorie du complot selon laquelle Naoki est la raison pour laquelle son idole l'a ghosté. Il ne veut pas de réponse, il veut une cible, et il est sur le point de décharger toute sa frustration sur le visage de Naoki. Et ce n'est pas un coup de poing de cours de récré, c'est un crochet du droit à pleine puissance destiné à mettre fin à la conversation de façon permanente. Naoki est sur le point de subir une réinitialisation brutale, mais cette fois, il n'y a pas de système pour le sauver. Mais une nouvelle voix perce le chaos, et c'est celle du seul gars qui sait que ce n'est pas un combat, c'est une performance. Le prince de la classe est là, non pas pour sauver la situation, mais pour critiquer le spectacle. Et sa sucette dit qu'il en savoure chaque seconde. Kiryu intervient, non pas en héros, mais en propriétaire demandant pourquoi ce nouveau psychopathe s'introduit sur sa propriété. Naoki essaie juste de digérer le dernier combat de boss, et maintenant un nouveau boss de raid vient d'apparaître au milieu de la salle de classe. Et Kiryu ne le connaît pas seulement. Il connaît sa réputation, l'appelant Yagiri le broyeur, comme s'il lisait un avis de recherche. Le jeu présente un nouveau personnage, Kodaki Shoryu, le caïd d'un autre district, et il n'est pas content des visiteurs. Kodaki impose sa loi, se demandant si ce psychopathe pensait vraiment pouvoir raider toute leur école en solo. Et puis il pose la question à $1 million, rappelant à Yagiri que cette école a un sponsor très puissant et très discret. Yagiri ne dit pas un mot, mais ce regard dans ses yeux dit qu'il vient d'entendre le seul nom qui fait réfléchir même les monstres comme lui. Et d'un seul coup, le grand méchant psychopathe se dégonfle, prétendant sarcastiquement qu'il s'en va parce que le boss local est tellement effrayant. Mais en sortant, il donne à Naoki un coup d'épaule pas si accidentel, un petit cadeau de départ pour lui rappeler qui est toujours sur la chaîne alimentaire. Et une fois le psychopathe parti, l'autre boss final de l'école tourne toute son attention vers Naoki, et ce regard dit que la véritable entrevue ne fait que commencer. Mais au lieu d'une raclée, le caïd de l'école offre de l'inquiétude. Le monologue intérieur de Naoki crie « Boss final », mais tout ce qu'il parvient à dire est un merci poli. Et le boss lui offre un cadeau. Pas une menace, mais ce n'est pas une offrande de paix ordinaire. Toute la classe regarde Naoki se voir présenter un choix qu'il ne sait même pas qu'il fait. Parce que ce ne sont pas juste des bonbons, c'est un objet légendaire que Kodaki ne donne qu'à ceux qu'il juge dignes. Et l'accepter n'est pas seulement poli, c'est une déclaration publique que vous venez de rejoindre sa bande. Mais notre héros est si béatement ignorant de la politique qu'il accepte simplement les bonbons et rejoint un gang par accident. Il qualifie même le caïd de type sympa et Kodaki a l'air sincèrement choqué par le compliment. Et puis, euphorique à cause du sucre et de sa nouvelle confiance, il se tourne vers le délinquant numéro 2 de l'école et lui donne un ordre direct. Et le numéro 2 de tout le district n'est pas amusé, car Naoki vient de se déclarer accidentellement le nouveau boss. Le délinquant numéro 2 se retourne contre son ancien boss, et ce sourire dit que la hiérarchie vient d'être officiellement réorganisée. Et il donne à son ancien roi une leçon brutale sur pourquoi la faiblesse est le seul péché impardonnable dans leur monde. Le règne de l'ancien roi se termine par un genou écorché, symbole de sa nouvelle place au bas de la chaîne alimentaire. C'est le visage d'un tyran qui vient d'apprendre que la loyauté n'est que louée, jamais possédée. Et Naoki est juste là, réalisant qu'il n'a pas seulement gagné un combat, il a accidentellement déclenché une guerre civile. Le nouveau caïd s'excuse auprès de Naoki pour les déchets, le promouvant officiellement de souffre-douleur à VIP. Et d'un seul coup, il n'est pas seulement dans le gang, il est l'invité d'honneur à une fête de bienvenue à laquelle il n'a jamais accepté de participer. Le monologue intérieur de Naoki n'est qu'une tonalité alors qu'il regarde sa vie se faire détourner par les joueurs les plus dangereux de l'école. Le soleil se couche, et notre héros est sur le point d'assister à la réunion de club extrascolaire la plus dangereuse de sa vie. Il marche avec le nouveau boss final, essayant de trouver les mots pour refuser poliment une adhésion à laquelle il n'a jamais souscrit. Il essaie de comprendre ce que ses nouveaux amis font, et la réponse n'est pas bonne. Et il s'avère que sa fête de bienvenue est financée par de la bonne vieille extorsion, et tout cela en son honneur. Le boss qualifie sa bande de gaz attentionnés tout en donnant une leçon de douleur, et la boussole morale de Naoki vient de se briser. Et Naoki comprend enfin.
Il n'a pas rejoint un club, il a rejoint une meute de loups, et il cherche désespérément une sortie. Les sbires célèbrent leur butin, complètement inconscients que le vrai prédateur de l'école observe chacun de leurs mouvements. Et le boss a le culot de remercier Naoki pour le racket réussi, essayant de le rendre complice du crime. Mais il ne peut pas dire un mot, car il sait qu'en ce moment, son silence fait de lui l'un d'entre eux. Mais le marionnettiste ne gobe pas le numéro, et ce regard sur son visage dit qu'il est sur le point de tirer une nouvelle ficelle. Et puis Kiryu lance la pire invitation possible. C'est au tour de Naoki de prouver qu'il a sa place. Il vient de recevoir sa première mission de gang, et sa cible est un autre gamin comme il l'était avant. Le marionnettiste scrute la rue à la recherche d'une nouvelle victime, et ses yeux se posent sur la pire cible possible. Le sang de Naoki se glace alors qu'il réalise qui est sur le point d'être sacrifié pour son initiation. Et bien sûr, sa première mission de gang est de racketter son propre meilleur ami Kakinuma. Kakinuma vit sa meilleure vie d'otaku, complètement inconscient qu'il est sur le point de jouer dans le pire cauchemar de son ami. Naoki panique, essayant désespérément de s'en sortir, mais dans ce monde, non n'est pas une option. Alors il essaie de sauver son ami avec un mensonge, disant au boss que sa cible est fauchée. Mais les sbires savent qu'il vient d'appuyer sur le seul bouton sur lequel il ne faut jamais appuyer. Et d'un seul coup, l'acte de boss amical disparaît, remplacé par la fureur froide d'un roi qui vient d'être remis en question. Naoki apprend une précieuse leçon. On ne donne pas d'ordres aux gars qui possèdent toute l'école. Il essaie de faire passer ça pour une blague, mais ce sourire sur le visage du boss dit que le vrai test vient de commencer. Le boss traduit le défi de Naoki en une insulte personnelle, et ce sourire dit que la leçon est sur le point de devenir physique. Et d'un seul coup, Naoki apprend que le vrai boss final de l'école ne donne pas d'avertissement. Le boss se déplace comme un fantôme, et Naoki réalise qu'il n'est pas dans un combat de cour de récré, il est sur le ring d'un professionnel. Il essaie de riposter, mais son nouveau corps ne fait pas le poids face à des années de véritable entraînement. Et les sbires le confirment. Ce n'est pas juste un tyran, c'est un futur champion de MMA en bonne et due forme. Le verdict est sans appel. Un héros au coup de poing chanceux contre un combattant pro, et les chances ne sont pas bonnes. Le boss ne se contente pas de gagner, il donne un cours et le sujet est la douleur. Il n'essaie pas seulement de gagner un combat, il essaie d'installer en permanence la hiérarchie directement dans le cerveau de Naoki. Mais juste au moment où la leçon finale est sur le point d'être donnée, les flics débarquent. Le gang se disperse en un instant, laissant Naoki brisé sur le trottoir avec le seul ami qu'il n'a pas réussi à protéger. Et la seule personne qui reste pour ramasser les morceaux est son sensei acolyte, qui vient de le sauver avec le mouvement spécial ultime, appeler les flics. Kakinuma est juste content que sa paranoïa est payée, traitant les rues de la ville comme un donjon de RPG de bas niveau. Mais Naoki n'écoute pas, car ne s'est pas mis sérieusement, est la dernière chose qu'on pourrait dire d'une menace de mort d'un boss final. Et dans un flashback, nous voyons les mots d'adieu du boss, une invitation non négociable à sa propre exécution. Naoki est prêt à écrire sa propre nécrologie, mais son ami essaie de le sauver avec le pouvoir de l'amitié d'anime. Mais ce désespoir se transforme en feu, car il réalise qu'il a exactement 24 heures pour devenir assez fort pour survivre. Il sort son téléphone prêt à farmer pour découvrir que son compte a été réinitialisé à 0. Et il se souvient avec horreur qu'après sa dernière victoire, il a supprimé l'application même qui lui a donné son pouvoir. L'histoire remonte à la nuit précédente, au moment où il pensait avoir enfin gagné le jeu. Il est couché dans son lit, se prélassant dans la gloire de sa victoire, complètement inconscient que battre un boss l'a juste mis sur la liste d'un autre. Il n'est pas seulement heureux, il a ce rire de méchant, savourant chaque moment de sa vengeance. Et il célèbre sa victoire comme s'il venait de gagner le championnat du monde, oubliant complètement qu'il a l'air d'avoir perdu un combat contre une tondeuse à gazon. Parce que dans son esprit, il n'a pas seulement gagné un combat, il a définitivement supprimé son tyran du serveur. Et il attribue tout le mérite à sa nouvelle petite amie, qui se trouve être une application de code de triche sur son téléphone. Il parcourt la boutique d'objets, réalisant qu'il tient un véritable bouton de mode divin entre ses mains. Il planifie déjà l'avenir parfait, complètement inconscient qu'il vient d'échanger un boss contre un autre beaucoup plus grand. Mais sa fête de victoire privée est interrompue par la seule personne qui peut humilier n'importe quel héros, sa petite sœur. Et elle n'est pas impressionnée. Elle est juste dégoûtée, le traitant de gros pervers. C'est le visage d'un homme dont le moment de héros épique vient d'être annulé par un brutal retour à la réalité. Elle voit les bleus et suppose qu'il a encore perdu, mais il s'empresse de la corriger. Il n'est plus une victime, c'est un gagnant. Elle dit qu'elle s'en fiche, mais lâche ensuite la seule phrase conçue pour briser le cœur de n'importe quel héros. Maman est inquiète, et avec un dernier voyage culpabilisant, elle le laisse avec un choix.
son pouvoir ou la paix de sa famille. Ces mots le frappent plus fort que n'importe quel coup de poing, car il réalise enfin que sa victoire a eu un coût qu'il n'avait pas envisagé. Il regarde ses statistiques, convaincu qu'il a déjà gagné le jeu, oubliant que dans ce monde, il y a toujours un boss plus grand. Et dans un moment de pure et héroïque stupidité, il décide d'échanger le mode divin contre une vie tranquille. Il appuie sur supprimer, désinstallant la chose même qui a fait de lui un héros, et on peut presque entendre l'intrigue crier « Non !» Avance rapide jusqu'au présent, où il fixe son téléphone avec le visage d'un homme qui vient de jeter le ticket de loterie gagnant. Parce que l'univers a un sens de l'humour macabre, le réinitialisant au niveau injuste au moment où le boss final est apparu. Et nous revenons en flashback au mot d'adieu du boss. Une condamnation à mort avec un délai de 24 heures. Il est de retour à zéro avec un jour pour farmer, et la quête impossible de survie vient de commencer. Avec sa vie en jeu, il demande à son meilleur ami la seule chose qui puisse le sauver. Une autre raclée. Mais son ami essaie d'être une bonne personne, complètement inconscient que Naoki est sur le point d'affronter un boss final sans aucune statistique. Il parcourt frénétiquement l'application, priant pour un code de triche, un bug, n'importe quoi pour éviter sa propre exécution. Et juste au moment où il est sur le point d'abandonner, il trouve une nouvelle fonctionnalité qu'il n'a jamais vue auparavant. Une carte. Le système vient de transformer sa ville entière en un RPG en direct, lui offrant une liste de cibles à farmer pour de l'XP. Il est le point rouge au centre de la carte, et chaque autre couleur est un tremplin potentiel vers la survie. L'application a même un tableau de difficulté par code couleur, et son cerveau de joueur veut immédiatement chasser le boss de niveau maximum. Et pendant une brève seconde, il réalise que cette application lui recommande nonchalamment d'aller commencer des bagarres de rue aléatoires pour des points. Mais un rapide coup d'œil à ses propres statistiques de niveau 1 lui rappelle qu'il doit commencer au bas de la chaîne alimentaire. Mais alors qu'il planifie son farm, il remarque un mystérieux point vert sur la carte, un joueur qui ne correspond à aucune catégorie connue. Ce mystérieux point vert n'est pas seulement sur la carte, il se rapproche de lui et il se rapproche vite. Il plaisante en disant qu'un boss de niveau intermédiaire serait un excellent moyen de monter de niveau, complètement inconscient que son souhait est sur le point d'être exaucé de la pire manière possible. Et c'est le moment où il réalise que l'univers a un sens de l'humour tordu, car sa première quête vient de le trouver. Parce que le point vert sur sa carte n'est autre que son ancien tyran Tsukamoto, qui est de retour pour se venger et armé d'une batte de baseball. Naoki n'en croit pas ses yeux, mais le roi détrôné est là pour recouvrer une dette, et il n'est pas intéressé par la discussion. Et avec un cri furieux, il abat la batte, prêt à mettre fin à l'histoire de Naoki ici même dans la rue. Mais le coup final n'arrive jamais, car une figure mystérieuse intervient et bloque l'attaque avec une facilité impossible. Il ne peut que regarder, incrédule, complètement abasourdi par ce sauvetage soudain et impossible. Et son sauveur est la dernière personne qu'il s'attendait à voir, le marionnettiste de l'école, Kiryu. Le cerveau de Naoki est en surchauffe, car le seul gars qu'il pensait être juste un spectateur vient de révéler qu'il est un joueur avec des statistiques divines. Il dit merci, mais son cerveau de joueur calcule déjà combien de points d'expérience ce nouveau gars vaut. Alors il met son meilleur visage de ami innocent et propose de lui payer un verre, un coup classique pour baisser la garde d'une cible. Mais Kiryu n'est pas intéressé par l'amitié. Il s'éloigne déjà, laissant Naoki avec un choix, abandonner ou devenir désespéré. Et le désespoir l'emporte, car il ne demande pas seulement de l'aide. Il s'accroche littéralement à son seul espoir de survie. Kiryu se demande probablement s'il a sauvé un héros ou adopté un chiot très bizarre et très collant. Et d'un seul coup, le marionnettiste accepte, complètement inconscient qu'il vient de devenir la quête principale de la session de farm personnelle de Naoki. Mais pendant que Kiryu choisit un café, Naoki est occupé à vérifier sa carte de quête, car ce n'est pas un rendez-vous pour un café, c'est une chasse. Et en parlant du loup, une nouvelle bande d'ennemis de bas niveau vient d'apparaître, cherchant la bagarre. Mais avant que Naoki ne puisse même faire un mouvement, son nouvel ami abat nonchalamment le mini-boss comme s'il écrasait une mouche. Et c'est le moment où Naoki réalise qu'il n'a pas seulement trouvé un partenaire d'entraînement, il a trouvé une arme nucléaire ambulante. Naoki ne se contente pas de les battre. Il s'assure qu'ils abandonnent pour pouvoir récupérer sa récompense de quête. Le cerveau du voyou vient de faire un écran bleu, car il s'est fait battre par le gars qui était juste là, debout. Et le système teinte, mais 90 points, c'est de l'argent de poche quand on farme avec un boss final. Kiryu comprend enfin. Il n'est pas un ami. Il est une quête d'escorte de haut niveau avec un client très gourmand. Alors Naoki sort sa carte, prêt à mener son nouveau garde du corps à la prochaine ferme à XP. Et son plan directeur est révélé, laisser le pro faire le travail, puis fondre sur la proie pour voler les points de frag. 2 heures plus tard, le soleil se couche,
mais les délinquants de la ville savent que les vrais monstres viennent de sortir pour jouer. Les rues ont une nouvelle légende. Kiryu, le prince sanglant. L'équipe de démolition à lui tout seul. Et juste derrière lui se trouve son tristement célèbre partenaire, Mizushima, le botteur de cadavres, le gars qui vole toute la gloire. Et chaque gang de la ville apprend à la dure que quand on voit ce duo, on court. Il n'est plus seulement un acolyte, il est le botteur de cadavres, et il commence à apprécier un peu trop le titre. Et il tient enfin sa promesse, scellant leur alliance impie avec une simple tasse de café. Ils laissent une traînée de délinquants brisés dans leur sillage, et la seule plainte de Kiryu est que le café a mis trop de temps à arriver. Mais un café bon marché est un petit prix à payer pour 7000 points, et Naoki sait qu'il vient de réussir le casse du siècle. Mais Kiryu n'est pas là pour le café. Il est là pour des réponses, et il confronte enfin Naoki sur son petit mensonge. Il pose des questions sur la seule personne que Naoki essayait d'oublier. Le harceleur psychopathe, Yagiri. Naoki le rejette comme un autre taré, complètement inconscient qu'il parle d'un monstre d'un tout autre niveau. Mais Kiryu lâche une bombe qui fait voler en éclats toute sa vision du monde. On ne peut pas dénoncer un type quand son père dirige la ville. Et ça ne fait qu'empirer. Ce n'est pas sa première fois, c'est sa 12e, et il s'en est tiré à chaque fois. Naoki comprend enfin qu'il ne se bat pas seulement contre un psychopathe, il se bat contre un système conçu pour le protéger, et il est complètement, totalement surclassé. Kiryu met tout à plat. Yagiri n'est pas un harceleur, c'est un briseur de carrières en série, et Miho n'est que sa dernière cible. Et juste au moment où l'effroi s'installe, Kiryu pose la seule question à laquelle Naoki est terrifié de répondre. « As-tu eu de ces nouvelles ?» Mais quand il l'a enfin au téléphone, elle n'a pas peur pour elle-même, elle est terrifiée pour lui. Elle essaie de jouer la carte du détachement, en riant comme si de rien n'était, mais son sourire n'atteint pas tout à fait ses yeux. Mais Naoki n'y croit pas. Il sait que ce n'est pas juste une situation de fan bizarre, et il est en train de paniquer. Elle insiste sur le fait qu'elle va bien, le remerciant pour son inquiétude, mais chaque mot le fait se sentir encore plus inutile. Et l'appel se termine par une réalisation écrasante. La seule personne qu'il veut protéger pense qu'il est trop faible pour le faire. Il se tourne vers son nouveau garde du corps, désespéré d'obtenir des réponses, et son cerveau fait une connexion qui est complètement hilarante, fausse. Il pose au marionnettiste le plus dangereux de l'école la seule question qu'il ne faut jamais poser. « Tu es un fanboy aussi ?» Et notre héros, complètement inconscient du boss final qui se tient à côté de lui, essaye de créer des liens sur leur amour commun pour une idole. Il est tellement euphorique avec son propre power-up qu'il vient d'essayer de recruter le boss final pour une quête secondaire. Le monologue intérieur de Kiryu le confirme. Naoki est un crétin fini, mais c'est un crétin avec une ligne directe vers le prix. Et d'un seul coup, Naoki pense qu'il a formé l'équipe de super-héros ultime, complètement inconscient qu'il n'est qu'un pion dans un jeu beaucoup plus grand. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le vrai monstre a une séance d'entraînement très différente. Et nous rencontrons un nouveau joueur, un gars qui regarde le chaos total et lève simplement les yeux au ciel comme si c'était un mardi comme les autres. Et le raffut, c'est Yagiri, qui a apparemment utilisé tout le gymnase comme sa balle anti-stress personnelle parce que son idole ne répond pas à ses appels. Le psychopathe n'est pas seulement en colère, il est coincé dans une boucle infernale et son obsession atteint des niveaux critiques. Son ami sait que Yagiri a un talent divin, mais il l'utilise pour alimenter le fan club le plus destructeur du monde. Mais ce type n'est pas inquiet, il est diverti, car regarder un monstre s'autodétruire est le meilleur spectacle en ville. Et l'histoire coupe à nouveau, car cette ville a plus de boss finaux que de cafés, et nous sommes sur le point d'en rencontrer un autre. Et nous rencontrons le vrai boss final de l'école, Kodaki, et il n'est pas content de la nouvelle direction. Il vient de faire le ménage à lui tout seul, et son verdict est sans appel. Le nouveau gamin va beaucoup trop loin. Et de retour dans l'ombre, le marionnettiste reçoit un rapport sur le nouveau joueur qui vient d'entrer dans le jeu. Mais Kiryu n'est pas inquiet pour le nouveau boss. Il est fasciné par le gamin qui vient de lui donner un ordre par accident. Pendant ce temps, Naoki est à la maison, réalisant que son délai de 24 heures n'est pas une suggestion, c'est une condamnation à mort. Mais il n'est pas sans défense. Il est assis sur un trésor de guerre de 7000 points, prêt à faire du shopping pour sa survie. Il sait que ce boss est d'un tout autre niveau, et une mauvaise amélioration signifie game over, définitivement. Alors il pèse ses options, car ce n'est pas juste un achat, c'est la décision la plus importante de sa vie. Et après un moment de calme, il fait un choix qui est sur le point de tout changer. Il n'achète pas une nouvelle compétence. Il mise tout sur la seule chose qui fonctionne, la puissance pure et non frelatée. Il se souvient de sa dernière victoire et réalise que la puissance brute est la seule statistique qui compte vraiment.
Parce que sans ce pack musculaire, tous les mouvements fantaisistes du monde ne sont que des tours de passe-passe de mauviette. Mais juste au moment où il est sur le point de faire l'achat le plus important de sa vie, sa sœur débarque et son pouce glisse. Et c'est le visage d'un homme qui sait qu'il vient de faire une erreur catastrophique qui va casser le jeu. Le système le confirme. Il vient de dépenser une fortune pour devenir le rappeur ultime, le plus terrifié du monde. Et sa sœur lui crie juste dessus pour de la glace, complètement inconsciente qu'elle vient de l'aider à signer son propre arrêt de mort. Il fixe avec horreur la compétence à 3000 points qu'il vient d'acheter et le calcul commence à faire tilt de la pire manière possible. Parce que cet achat accidentel vient de lui coûter la seule amélioration qui aurait pu lui sauver la vie. Il est sur le point d'affronter un monstre et tout ce qu'il a à montrer, c'est une compétence inutile qui n'a même rien à voir avec le combat. Et dans un moment de pur désespoir, il blâme la seule personne responsable de sa perte, sa petite sœur. Et sa sœur scelle son destin, non pas avec une arme, mais en le dénonçant à leur mère. La panique s'estompe, remplacée par une stratégie froide et dure. Il doit trouver un nouveau chemin vers le pouvoir, et il doit le trouver maintenant. Il parcourt le bac des soldes de la boutique d'objets, cherchant un miracle parmi une mer de tours de passe-passe inutiles. Mais alors ses yeux se fixent sur un objet spécifique, et un plan si fou qu'il pourrait bien fonctionner commence à se former. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, les autres prédateurs de la ville se réunissent pour une réunion qui leur est propre. Et ils ont acculé le caïd de l'école, Kodaki, se moquant de lui pour s'être pointé seul à une guerre de territoire. Le boss rival ne se contente pas de le provoquer, il ressort de vieux dossiers, exigeant le paiement pour une raclée passée. Mais Kodaki n'est pas intimidé, il s'ennuie juste, leur rappelant la seule règle qu'ils viennent de briser en marchant sur son territoire. Et c'est le dernier avertissement qu'ils recevront, car le boss de quartier sympa vient de débaucher et le monstre vient d'embaucher. Le voyou se met à rire, complètement inconscient qu'il ne parle pas à un gamin. Il parle à la raison pour laquelle cette partie de la ville a un couvre-feu. Et le premier coup de poing de la nuit prouve que Kodaki ne donne pas d'avertissement. Il fait des réinitialisations complètes du système corporel. Le gang rival ne peut qu'observer avec horreur leur chef devenir une partie permanente du trottoir. Et c'est le regard d'un homme qui n'est pas en colère, juste déçu de devoir sortir les poubelles lui-même. Toute la bande réalise qu'ils n'ont pas seulement cherché la bagarre, ils sont tombés dans un raid de boss qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Mais pendant que les rivaux paniquent, la propre bande de Kodaki est si peu dérangée qu'ils ne regardent même pas le combat. Parce qu'ils savent que ce n'est pas un combat de rue. C'est un professionnel qui donne une masterclass gratuite et très douloureuse. Mais il s'avère que la guerre de territoire n'était que l'apéritif. Le plat principal est sa fureur à cause d'un simple rire mal synchronisé. Et sa bande le confirme. Mignon. Et son seul bouton berserk, un mot déclencheur avec une histoire qu'ils ont trop peur de même chuchoter. Parce que ce n'est pas juste un délinquant de lycée, c'est un champion légitime qui ne se bat contre des amateurs que parce qu'il s'ennuie. Mais son lieutenant a une théorie différente. Cette rage ne concerne ni le territoire ni les insultes, elle concerne le nouveau gamin qui vient de rejoindre leur bande. Et pendant que notre héros est en crise, un autre monstre redécore une autre partie de la ville. Yagiri teste la résistance du trottoir avec le visage de quelqu'un et sa seule motivation est un disque rayé d'obsession. Mais son ami n'essaie pas de l'arrêter. Il critique juste sa performance comme un critique d'art qui s'ennuie. Il demande même pourquoi Yagiri est si obsédé, car apparemment, regarder son ami devenir complètement psychopathe est juste un mardi comme les autres. Et la grande raison romantique de Yagiri. Il la trouve mignonne. Et c'est littéralement toute la liste. Son ami est abasourdi par la réponse superficielle, mais Yagiri ne fait que s'enfoncer. Pour lui, l'apparence est la seule chose qui compte. Et un rapide flashback révèle que toute son histoire amoureuse n'est qu'une série de trahisons qui, selon lui, justifie sa rage. Maintenant, il est convaincu qu'il doit donner une leçon à Miho pour qu'elle comprenne, et ce n'est pas une suggestion, c'est une menace. Mais son ami n'est pas horrifié. Il est absolument fasciné, car ce niveau de folie est tout simplement trop divertissant pour s'arrêter. Et son analyse finale est prête. Quand on donne autant de pouvoir à quelqu'un d'aussi déséquilibré, on n'obtient pas un méchant, on obtient une catastrophe naturelle. Et l'ami de Yagiri décide de cesser d'être un spectateur et de devenir le metteur en scène de cette catastrophe. Le psychopathe reçoit un nouvel objectif de quête, et le plan est un chaos pur et calculé, murmuré par le diable lui-même. Le jour suivant arrive, et le compte à rebours de 24 heures de la vie de Naoki est sur le point d'atteindre 0. Mais pendant que sa famille pense qu'il est sorti avec des amis, notre héros est en fait en route pour ses propres funérailles. Et sa mère s'inquiète pour le dîner, complètement inconsciente que son fils est sur le point de devenir le plat principal. Sa sœur savoure la même glace qui a accidentellement signé l'arrêt de mort de son frère. Ce n'est pas seulement de la vanille qui fond, c'est le goût d'une erreur à 4000 points qui lui a tout coûté.
Et à l'heure prévue, Naoki arrive au lieu d'exécution désigné, prêt à affronter le boss final. Le boss le félicite pour son courage, ce qui est juste une façon polie de dire « merci de ne pas m'avoir fait te traquer ». Mais ce n'est pas un combat, c'est une rééducation. Et la leçon est sur le point d'être installée de façon permanente. Le boss commence par de fausses excuses, prétendant qu'il a eu un changement de cœur après leur dernière rencontre. Mais ce n'était que la préparation pour la vraie leçon, un tutoriel complet sur la hiérarchie. Il appelle ça une guidance éducative. Et si Naoki survit, il obtient une adhésion gratuite au gang qu'il n'a jamais voulu rejoindre. Mais au lieu de paniquer, Naoki sourit simplement, car il est sur le point de lâcher la réplique la plus inattendue de l'histoire. Le gang entier court-circuite, car le gamin qu'il s'apprêtait à détruire vient de commencer une battle de rap. Et avec sa vie en jeu, il active la seule compétence qu'il n'a jamais voulu, mode rappeur ultime, enclenché. Il ne se contente pas de riposter, il lâche un clash si brutal qu'il fait plus de dégâts que n'importe quel coup de poing n'aurait jamais pu en faire. Le gang entier est figé, car ils sont venus pour une raclée et se sont retrouvés dans un concert de rap et Naoki est la tête d'affiche. Et d'un seul coup, la propre bande du boss commence à se retourner contre lui, car se faire clasher par un joueur de niveau 1 n'est pas une bonne image. Le boss final est officiellement complètement déclenché, car sa réputation vient d'être assassinée par un tour de passe-passe à 3000 points, et le boss laisse tomber son numéro, promettant d'envoyer à Naoki un aller simple pour l'au-delà. Il lance un coup de poing destiné à supprimer Naoki du serveur, mais quelque chose est différent cette fois, parce que Naoki ne se contente pas de le bloquer. Il l'attrape, et ce regard suffisant dit que le tutoriel est officiellement terminé. Le cerveau du boss court-circuite, car le souffre-douleur qu'il s'apprêtait à briser vient de se transformer en un maître des arts martiaux. Et Naoki utilise la propre puissance du boss contre lui, transformant un crochet du droit en un pas de danse. Il ne se contente pas de riposter. Il offre au caïd de l'école une visite personnelle du ciel. Et avec un mouvement tout droit sorti d'un dojo, il présente le boss à son nouveau meilleur ami, le trottoir. Le roi de l'école ne peut que regarder le ciel, essayant de comprendre comment il vient de se faire battre en solo par un rappeur de niveau 1. Le cerveau collectif du gang vient de faire un écran bleu, car leur chef quasi-divin vient de se faire éliminer par un gamin. Et les chuchotements commencent, car Naoki n'a pas seulement gagné un combat, il vient de réécrire tout le classement de puissance de la ville. Le gang n'arrive pas à y croire. Leur chef invincible vient d'être jeté comme un sac de linge sale. Mais le lieutenant reconnaît le mouvement, et il se demande s'ils ne se sont pas fait avoir par un maître secret des arts martiaux. Et nous revenons à la nuit précédente, où notre héros, désespéré et fauché, a trouvé un plan si fou qu'il pourrait bien fonctionner. Parce qu'après son échec épique, il a trouvé une faille dans le système, l'ensemble de techniques de projection d'aïkido. Il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de dominer le boss, il avait juste besoin d'utiliser la propre force du boss contre lui. Et son plan directeur est révélé. Utiliser la compétence de rappeur pour déclencher le boss, puis utiliser la compétence d'aïkido pour l'achever. Et d'un seul coup, le plan a fonctionné à la perfection, prouvant que parfois, le plus gros cerveau bat le plus gros muscle. Mais Kodaki est de retour sur ses pieds, et il n'est pas impressionné. Il est absolument furieux de s'être fait avoir par un gringalet. Il réalise qu'il n'a pas été battu par la force. Il a été battu par un clash et un tour de passe-passe bon marché. Et le boss final n'est pas seulement en colère, il promet une revanche et cette fois, il n'y aura pas de truc. La propre bande du boss essaie de le sauver, criant qu'il marche droit dans un piège. Son lieutenant lui explique littéralement la stratégie. Naoki ne se bat pas contre lui, il joue avec lui. Mais le boss est tellement déclenché qu'il s'en prend à ses propres hommes pour avoir essayé de lui donner des conseils. Et le plan de Naoki paie, car le boss vient de confirmer qu'il fonctionne à la rage pure et simple. Alors il charge pour le deuxième round, oubliant complètement comment le premier round s'est terminé il y a quelques secondes. Mais notre héros n'a pas qu'un seul tour dans son sac. Il a toute une playlist et ceci est le remix. Et d'un seul coup, le boss final devient une quête répétable pour 200 misérables XP. Le roi de l'école est de retour au sol. Et cette fois, l'humiliation commence vraiment à s'installer. Il passe des coups de poing aux coups de pied, mais c'est comme essayer d'ouvrir une porte verrouillée en la frappant plus fort. Et Naoki le bloque comme s'il écrasait une mouche, car tout le répertoire de mouvements du boss vient d'être téléchargé et contré. Et avec une autre projection parfaite, Naoki transforme le caïd de la ville en sa ferme à XP personnelle. Il ne se contente pas de gagner, il devient arrogant, se qualifiant de génie, oubliant complètement contre qui il se bat. Toute la bande perd la tête, car chaque mouvement de leur chef invincible est bloqué. Mais le lieutenant sourit simplement, car Naoki vient de faire une erreur fatale. Ce n'est pas un striker, c'est un combattant de MMA. Et Kodaki trouve la faille dans le système. L'aïkido est inutile si on ne joue pas son jeu.
Alors il abandonne les frappes et opte pour la seule chose à laquelle la nouvelle compétence de Naoki n'a pas de réponse. Une charge de tout son corps. Et sa bande le confirme. Les frappes n'étaient qu'un test, et le vrai combat ne fait que commencer. C'est le visage d'un prédateur qui vient d'acculer sa proie, et il est prêt à en finir. Mais juste au moment où le boss se rapproche pour la victoire, Naoki révèle qu'il avait un autre tour dans sa manche. Et le gang entier est foudroyé, car le gamin qui était censé être fini vient de trouver un moyen de contrer le contre. Le boss est à terre, et c'est le visage d'un roi qui vient de découvrir que son trône était en carton. Et Naoki enchaîne avec un coup de pied qui dit « Reste à terre », prouvant qu'il a plus d'un tour dans son sac. Le gang perd la tête, car le maître d'aïkido vient de révéler qu'il a aussi une compétence de frappe. Leur chef invincible n'a pas porté un seul coup, et toute sa bande commence à remettre en question la réalité elle-même. Et c'est le visage d'un homme qui sait qu'il ne gagne pas seulement un combat, il réécrit tout le code du jeu. Nous revenons à son plan directeur, car il s'avère qu'il a trouvé un bouton de panique de dernière minute dans l'App Store. C'est un mode divin de 3 secondes, une bombe à usage unique qui suffit juste à renverser la situation. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur un seul tour, alors il a investi ses derniers points dans un seul bluff qui a changé la donne. Il a prédit chaque mouvement du boss, sachant qu'il devait contrer la seule faiblesse de son nouveau style de combat. Et tout son plan était de simuler un pouvoir qu'il n'avait pas, tout ça pendant que sa sœur essayait juste de lui faire sa lessive. Et le monologue intérieur de Naoki le confirme. Son plan directeur ne fonctionne pas seulement, il est super efficace. Mais le boss n'est pas prêt à abandonner sa couronne, refusant de croire qu'il se fait déjouer par un bâtard de gringalet. Mais juste au moment où il célèbre, il réalise qu'il a négligé un détail crucial. Le boss final vient de trouver une nouvelle faille dans le système. Si tu ne peux pas frapper la tête, vise les jambes. Et ce n'est pas un tir de sommation. C'est un coup de pied de niveau professionnel conçu pour le paralyser. Mais notre héros joue aux échecs en 4D, révélant qu'il a acheté une compétence d'esquive de 3 coups juste pour ce moment. Et il enchaîne avec le combo ultime, un clash et une danse de la victoire qui font plus de dégâts que n'importe quel coup de poing. Le sang-froid du boss se brise, car se faire ridiculiser par un rappeur est la seule chose que sa fierté ne peut supporter. Il jette tout le manuel par la fenêtre, suppliant pour un seul coup net pour restaurer son honneur. Et avec un cri de pure rage, il lance un coup de poing qui n'a rien à voir avec le combat et tout à voir avec l'effacement de sa propre humiliation. Mais Naoki ne se contente pas de bloquer. Il transforme la propre rage du boss en une arme. Et avec un autre contre parfait, il envoie le roi de l'école faire un aller simple vers le trottoir. Il ne se bat pas seulement. Il donne une masterclass d'aïkido et le boss est le seul élève. Le système le confirme. Il ne fait que passer en revue ses compétences au rabais et le boss final n'a aucune réponse. C'est le visage d'un champion qui est à court d'idées, complètement humilié par un gamin avec une poignée de codes de triche. La bande du boss panique, réalisant que leur chef est sur le point de perdre sa couronne au profit d'un parfait inconnu. Mais le lieutenant les arrête net, car il sait que ce n'est pas un combat qu'on interrompt. Il dit à sa bande de se calmer, car le boss n'est pas en train de perdre, il est en train d'apprendre. Et puis il lâche la bombe. Ce n'est pas de la rage, c'est une stratégie, et Naoki marche droit dedans. Parce que le boss n'essaie pas de gagner avec un seul coup de poing, il attend la seule erreur qui mettra fin à tout. Il célèbre son plan directeur, convaincu qu'il vient de déjouer un boss final avec un clash et une prière. Mais le boss lance un avertissement glaçant. Tu aurais dû regarder où tu mettais les pieds. Le cerveau de notre héros est toujours en train de charger, ne réalisant absolument pas que le piège n'était pas pour le boss. Il était pour lui. Et il réalise trop tard que sa danse de la victoire l'a mené tout droit à la seule erreur qu'il ne pouvait pas se permettre. C'est le visage d'un homme dont le plan directeur vient d'être annulé par un seul pas mal placé. Et le boss n'hésite pas, lançant une contre-attaque qui prouve que la vraie leçon ne fait que commencer. Et d'un seul coup, toute la stratégie de Naoki est supprimée par un seul coup de pied parfaitement synchronisé. Le boss enchaîne, lui rappelant que dans un vrai combat, il n'y a pas de victoire facile. Il est de retour au sol, réalisant que son sac de tours vient de s'épuiser contre un vrai professionnel. Et le boss donne le mot de la fin, prouvant que la stratégie ne remplace pas la puissance brute et écrasante. Et d'un seul coup, le héros est de retour sur le trottoir, regardant l'homme qui vient de démanteler toute sa stratégie. Son corps crie « Game over », car ce dernier coup n'était pas un avertissement, c'était un arrêt du système. Mais le boss n'a pas fini. Il est là pour installer une leçon permanente de grappling. Naoki est à court de trucs et à court d'espace, complètement immobilisé par un prédateur professionnel. Et les sbires le confirment. Ce n'est pas juste une prise, c'est un mouvement signature conçu pour mettre fin à des carrières. Parce que le lieutenant révèle la vérité finale et horrible. Il ne combattait pas un striker, il combattait un spécialiste de la soumission.
Le boss se moque même de lui, demandant si ses compétences bon marché ont une échappatoire pour ça, et la réponse est un gros non. Toute sa bande explose de joie, car leur roi est de retour sur son trône, et le prétendant est fini. Mais juste au moment où la leçon finale est sur le point d'être donnée, le monologue intérieur de Naoki lâche une phrase qui change tout. Parce que ce n'était pas une erreur, c'était un piège, et le boss final vient de tomber dedans. Parce que notre héros n'est pas seulement tombé dans un piège, il a apporté le sien, et c'est une flaque d'eau. Le boss pense qu'il a gagné, se vantant que c'est la fin, complètement inconscient qu'il vient d'activer la dernière carte piège de Naoki. Parce que Naoki n'abandonne pas, il trouve le seul point faible de la forme parfaite du boss. Et avec une prise qui défie la physique, il se prépare à transformer le mouvement signature du roi en un message d'intérêt public. Et d'un seul coup, le boss final reçoit une leçon gratuite d'hydrodynamique alors que Naoki utilise la flaque d'eau pour se libérer et l'envoyer voler. La réalité de tout le gang se brise, car le mouvement imbattable de leur chef vient d'être battu par un sol glissant. Le lieutenant réalise que ce n'est pas juste un tour de passe-passe. Naoki a un contre pour chaque mouvement du manuel. Et le prédateur devient la proie, alors que Kodaki réalise qu'il n'a pas seulement été battu, il a été complètement déjoué. Il lève les yeux au ciel et remercie son maître. Et on sait juste qu'il y a une histoire derrière ça. Et nous revenons à la nuit précédente, au moment où notre héros a trouvé la seule compétence si ridicule qu'elle pourrait bien lui sauver la vie. Son plan directeur a commencé par une session d'études nocturnes, et son sujet était le best-of du monstre qu'il s'apprêtait à affronter. Et il a rapidement découvert le mouvement signature du boss, une clé d'épaule si brutale qu'elle venait avec une garantie de « game over » à 100%. Il avait l'info, mais son compte était vide, et on ne peut pas acheter un contre-mouvement avec 0 points. Alors, sans autre option, il se tourne vers son dernier recours. La seule personne qu'il connaît qui est plus effrayante que n'importe quel boss final. Et sa question de vie ou de mort est posée à une pièce pleine de peluches, car son maître ultime n'est pas celui que vous croyez. Parce que son arme secrète est sa petite sœur, et elle n'est absolument pas intéressée à l'aider à survivre. Il la supplie pour ses connaissances en karaté, pour découvrir qu'elle est un génie autodidacte de la soumission. Mais elle ne donne pas une masterclass à un voleur de glace, et sa vie vaut officiellement moins qu'un dessert glacé. Il fait un vœu sacré sur le bâtonnet même qui a causé sa chute, une promesse si désespérée qu'elle en est juste dégoûtante. Et sa vie est sauvée, non pas par un sacrifice héroïque, mais par un contrat pour une boîte de glace de luxe, car sa sœur est la vraie marionnettiste ici. Il ne supplie pas seulement pour sa vie, il négocie les termes de sa survie avec une boîte de glace. Et le contrat est scellé, sa vie en échange d'appeler sa petite sœur maître. Et ainsi commence le montage d'entraînement le plus humiliant de sa vie. Car son seul espoir est un mouvement secret enseigné par sa propre sœur. Elle ne lui enseigne pas seulement un mouvement, elle lui donne un plan étape par étape pour démanteler un boss final. Il met la théorie en pratique, luttant pour trouver le seul point faible d'une prise de soumission parfaite. Et avec une torsion désespérée, il utilise tout son corps pour renverser la situation, suivant chaque ordre de son maître. Et avec un seul pop, il ne se contente pas de briser la prise. Il brise la logique du jeu. Mais la leçon n'est pas terminée, car s'échapper est inutile si on ne passe pas immédiatement à l'offensive. Il célèbre sa victoire, mais son maître lui rappelle que dans un vrai combat, il aura besoin de plus qu'un coup de chance. Et juste au moment où il pense avoir appris le secret, elle révèle la vérité. S'échapper n'était que le tutoriel. Maintenant, la vraie leçon commence. Et le plan directeur de sa sœur est révélé, une prise de soumission si simple que personne ne la verrait jamais venir. Avance rapide jusqu'au présent, où Naoki utilise ce même mouvement pour transformer le boss final en son propre bretzel personnel. Le sang-froid du roi se brise, alors qu'il réalise qu'il n'est pas seulement en train de perdre. Il est sur le point de faire une sieste forcée. Naoki verrouille la technique, utilisant son propre corps comme cage. Et avec un crochet de jambe parfait, la voie de sortie ferme officiellement ses portes. Il le nargue même, car il sait exactement ce que ça fait grâce à son maître. Parce que l'entraînement de sa petite sœur n'était pas juste une leçon, c'était une séance de torture non-stop de 24 heures. Et c'est le regard d'un homme qui ne se bat pas seulement. Il exécute un programme sans faille. La bande est sur le point d'intervenir, mais le lieutenant sait que c'est un duel que leur boss doit finir seul. Mais quand la compétence échoue, le boss recourt au plus vieux tour du monde, mordre comme un animal acculé. Mais ce n'est pas un mouvement de combat, c'est le dernier recours d'un roi qui a perdu sa couronne, et Naoki sait qu'il doit en finir maintenant. Mais juste au moment où il est sur le point de gagner, l'univers lance une balle courbe et son téléphone glisse de sa poche. Et l'identifiant de l'appelant est la seule personne qu'il ne peut ignorer, alors que la galerie se plaint qu'il enfreint les règles du Fight Club. Le combat est oublié.
car un appel de Kiryu ne peut signifier qu'une chose, Miho est en danger. Il est à quelques secondes d'une victoire légendaire, mais notre héros est si distrait qu'il ne remarque même pas que le boss est en train de s'évanouir. Il laisse le boss partir, échangeant une victoire garantie contre un seul appel téléphonique frénétique. Et la nouvelle est pire qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le psychopathe vient d'enlever la fille qu'il essaie de sauver. Kiryu précise qu'elle est entrée dans la fosse au lion de son plein gré, et Naoki n'hésite pas une seconde à la suivre. Il tourne le dos à sa propre victoire, car une nouvelle quête plus importante vient de devenir active. Mais il ne va nulle part, car le lieutenant vient de lui rappeler une règle simple. On ne part pas avant que le boss ne le dise. Le lieutenant s'avance, et il ne se contente pas de bloquer la sortie. Il exige un péage pour la fierté de son boss. Et Naoki, avec sa quête principale en jeu, tente la seule chose qu'il n'a pas encore essayé, se rendre. Mais le gang n'y croit pas. Ils pensent qu'ils se moquent d'eux, et ils sont sur le point de recouvrer leur dû intégralement. Mais juste au moment où la foule se rapproche, le boss final lui-même se lève et dit à sa propre bande de se calmer. Et avec un regard de calme pur et glaçant, le roi déclare le combat terminé, honorant une reddition qu'il n'a jamais eu à accepter. Le lieutenant obéit, et d'un seul coup, Naoki obtient un laissez-passer pour la quête la plus importante de sa vie. Il pédale pour sa vie, complètement déconcerté, car le monstre qu'il vient de battre est la seule raison pour laquelle il est encore en vie. Mais de retour sur les lieux, la bande exige des réponses, furieuse que leur boss ait laissé son propre rival s'en aller. Et Kodaki répond à leurs questions par une leçon corporelle sur pourquoi on ne remet jamais, au grand jamais, en question le roi. Il n'a pas seulement gagné leur respect, il l'a installé, prouvant que même dans la défaite, c'est toujours lui qui commande. Il n'est pas seulement en colère, il jure que ce n'est pas fini, car sa fierté vient de prendre un coup dont elle ne se remettra jamais. Et pendant que le boss jure de se venger, notre héros bat le mur du son sur un vélo d'enfant, courant pour arrêter un monstre. La scène est prête pour l'affrontement final, dans un quartier de la ville où personne ne peut vous entendre crier. Et nous trouvons Miho, non pas comme une victime, mais comme une reine sur un trône, regardant droit dans les yeux le psychopathe qui pense la posséder. Yagiri se lance dans un monologue de méchant, la blâmant pour sa propre obsession tordue, et le tatouage sur sa tête dit tout. Il essaie de se peindre comme un sauveur, tordant son harcèlement en une sorte d'acte noble, mais elle n'y croit pas. Et puis il révèle son moyen de pression, 2 filles innocentes qui sont sur le point de payer le prix de la trahison de Miho. Il ne se contente pas de faire des menaces, il tient un couteau sous la gorge de ses amis, transformant cette confrontation en une prise d'otage. Mais Miho ne craque pas, elle rugit, exigeant qu'il laisse les autres en dehors de son jeu malsain. Et le psychopathe rit simplement, lui disant que si elle veut les sauver, elle va devoir supplier. Et l'ami de Yagiri intervient avec une suggestion si vile qu'elle fait passer le diable pour un scout. Miho est horrifiée, réalisant qu'elle n'est pas dans une pièce avec des délinquants, elle est dans une cage avec des monstres. Même le faire-valoir du psychopathe a un moment de « oula », mais Yagiri ne fait que commencer. Et puis le boss fait sa demande, un ordre conçu pour briser complètement son esprit. Elle est figée de terreur, réalisant qu'il n'y a aucun moyen de sortir de ce cauchemar. Et un rapide rappel des otages confirme que ce n'est pas une négociation, c'est une exécution. Elle se prépare, prête à payer le prix ultime pour sauver ses amis. Et dans un moment de pur désespoir, elle est sur le point de franchir une ligne d'où il n'y a pas de retour. Mais juste à temps, les portes s'ouvrent en grand et l'équipe de héros fait son entrée triomphale. La rage de Yagiri atteint des niveaux critiques, car le botteur de cadavres lui-même est là pour gâcher son grand moment. Yagiri perd complètement les pédales, exigeant de savoir comment ils ont trouvé son repère secret. Mais Naoki ne répond pas. Il prend une profonde inspiration, se préparant à lâcher le rythme. Et il déchaîne son arme ultime, un clash si personnel qu'il accuse le psychopathe d'être un lâche qui doit être supprimé. Miho est complètement perdu, se demandant pourquoi son ami vient de débarquer dans une prise d'otage et de commencer une battle de rap. Et Kiryu confirme nos pires craintes. Ce n'était pas un plan de sauvetage, c'était la stratégie provoquer le psychopathe avec du rap. La stratégie fonctionne un peu trop bien, car Yagiri vient d'appuyer sur son bouton berserk et charge pour tuer. Naoki lève le pouce comme s'il venait de gagner la partie, tandis que Kiryu a l'air de remettre en question tous les choix de vie qui l'ont mené ici. Mais le propre ami du psychopathe panique, réalisant qu'il vient de déchaîner un monstre que personne, pas même lui, ne peut contrôler. Il évalue la concurrence, rejetant Naoki comme une blague mais réalisant que Kiryu est la vraie menace dans la pièce. Mais il n'a pas peur. Il est ravi, car le chaos qu'il a orchestré vient de recevoir une amélioration de boss final, et il a des places au premier rang.